Dans la vie, tu as 3 manières de faire, hein. Soit tu luttes, soit tu te soumets, ou soit tu fuis. Je vais apprendre les arts martiaux en ligne. Alors il me dit, mais tu te rends compte, tu vas t'exposer, tout le monde va te tuer. Ah bah ça va pas louper, hein. Quand on n'est pas en phase avec la société, souvent il y a 3 étapes. Tout est possible à partir du moment où on a les bons outils. Et les outils, il n'y a pas 50 manières de les avoir, c'est... Je suis avec Franck Ropers, athlète de haut niveau, youtubeur, formateur. Aujourd'hui, c'est plus de 1 million de personnes abonnées sur sa chaîne YouTube qui l'inspire en donnant des conseils de santé, de self-défense ou encore de développement personnel. Son parcours est vraiment inspirant, qui commence avec une enfance loin de ce qu'on pourrait appeler facile. Et il a tout donné pour se créer une vie hors du commun. J'aime son énergie, sa sagesse, son intelligence, mais aussi son ambition. Il y a un moteur qui tourne dans le bide et c'était bon de sentir ça. Je sais que sa vision de la réussite va en inspirer plus d'un. De la gestion du conflit à l'éducation des enfants, en passant par un ingrédient sous-estimé pour la réussite. Cette conversation va te donner les clés pour performer dans ta vie à haut niveau. Et pas seulement dans le sport, mais aussi au niveau pro et dans les autres domaines de ta vie. Bon visionnage à toi. Ça m'intéresse qu'on puisse creuser un petit peu sur ton histoire. Tu me disais qu'un des trucs qui t'a aidé, c'est d'aller voir les meilleurs, rencontrer les meilleurs. Tu peux m'en parler de ce truc-là ? Moi, je viens d'un milieu donc très défavorisé où j'avais pas les moyens d'aller en club, en sport. J'avais pas les moyens de me payer une cotisation et donc c'est compliqué. Je parle de ça il y a très longtemps, hein, c'est les années 70. Hein. T'imagines ? T'as quel âge ? J'ai 57 ans, bientôt 58. Okay. Ouais. Et donc, le seul moyen, c'était faire quoi ? C'était voir ce qui se passait ailleurs. Sauf qu'il n'y avait pas Internet. À l'époque, il y avait la bibliothèque municipale où il y avait des livres sur le sport. Moi, j'étais doué en course et en saut. Et puis, je me suis dit, je veux voir ce que disent les meilleurs. Donc, j'ai bibliothèque, mais c'était succinct. C'était des petits livrets. Il n'y avait rien à l'époque. Et puis, je me suis dit, oui, mais moi, ça me suffit pas. Il faut que je vois les meilleurs. Et le problème, c'est que tu peux pas accéder sur un stade si tu n'as pas la cotisation pour des raisons d'assurance. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. C'est que je me pointais sur le stade, je me mettais dans les gradins et je regardais comment faisaient les meilleurs. Et souvent, on remarque sur un stade, il y a 2 sautoirs. Il y a le sautoir du bas, le sautoir du haut. Celui d'échauffement, celui de compétition. Les champions ou ceux qui étaient athlètes étaient en bas. Moi, je copiais, je modélisais exactement la séance du gars qui était en bas. Bien sûr que ça va qu'un temps, puisque le gardien finit par te virer, puisque t'as rien à faire ici. Mais moi, ça me gênait pas. Et t'as quel âge à ce moment-là ? J'étais jeune, hein, j'avais 10 ans. Donc, je ressautais par-dessus la grille et je revenais. Et juste pour comprendre ton enfance, toi, quand tu disais que t'étais dans la rue, t'as eu des parents. Raconte-moi un petit peu le contexte de ton enfance. J'ai eu des parents qui étaient d'un milieu, on va dire, populaire, en usine, qui travaillaient beaucoup, qui gagnaient pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, donc milieu très pauvre. Hein. Et puis, comme ils travaillaient beaucoup, moi, j'étais livré à moi-même. Donc, à 6 ans, je me débrouillais tout seul. Hein. Je me faisais à manger tout seul. Je prenais mon métro tout seul ou j'allais à pied tout seul. Puis, je faisais des bêtises, surtout. Comme quoi, par exemple ? Des bagarres. Je commençais déjà. Et puis, comme j'étais attiré par le sport, tout ce qui était physique m'intéressait. Et je suis devenu assez rapidement, pas un chef de bande, mais un peu le leader grâce au sport, justement. Et j'ai vu là que j'avais des prédispositions. Et à ce moment-là, c'est cette période de ta vie, tu t'éclates Non, c'est les souffrances, parce que j'étais très timide. Lever la main en classe, c'était la 5e dimension pour moi. J'étais vraiment un très timide. On m'interrogeait. Ouais, je crois qu'on est 2. Ouais. Et très timide. Comme je suis prématuré, ça se voit pas, mais je suis prématuré, donc j'avais des maladies. Je vomissais tout le temps. Enfin, j'avais des gros soucis digestifs. Ça fait que j'étais malade régulièrement, faible, malade. J'étais très très maigre, ectomorphe plus, et puis surtout très timide, quoi. Donc j'étais pas inséré, donc j'étais pas bien. Donc dès que je pouvais me cacher, je me cachais. Il y a qu'en sport. Là, tu te révélais. Parce qu'il y avait la compétence, j'aimais ça, et je suis devenu rapidement bon. Donc là, j'étais reconnu par les autres. En étant reconnu, je devenais une sorte de référent. Et là, c'est bizarre. À 11 ans, comme j'avais pas de sous, c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait des choses à faire. C'est marrant, mais je savais pas vraiment. Je me suis dit, je vais regarder les champions, mais il va falloir que j'accède à tout ça. Et comment je vais faire ? Et j'ai organisé des petites courses entre les cités. Hein. C'était les cités déjà à l'époque, entre les immeubles. Et puis je pariais des sous. Alors c'était des centimes. Hein. Puis je m'appelais des petites vignettes pour faire en fait les matchs de foot. On faisait les. Toi qui organisais ça et tu te faisais un peu de revenus comme ça. Voilà. Et comme je gagnais tout le temps, à 99% des cas, même avec les meilleurs, j'arrivais à gagner. En fait, je m'achetais des trucs autocollants. Donc il y avait déjà une dimension un peu entrepreneur en toi. Ouais. Donc je gagnais de l'argent comme ça. Et puis au lieu d'aller faire des bêtises, moi, je me suis payé comme ça mes premières pointes, je m'en suis sorti comme ça. Et la chance que j'ai eue, c'est pour ça c'est important de modéliser, mais c'est important aussi de se mettre en danger et de pas avoir peur de montrer qu'on est bon. Et ça, les gens oublient souvent de le dire, c'est pas être prétentieux,
C'est je suis là, j'existe. Ça donnait quoi pour toi? Alors ça donnait quoi? C'est très simple. C'est que mon père m'accompagnait le week-end quand même au stade et j'allais sur un stade qui est à Porte de Charenton, hein, que je vois tout le temps et je sais pas, j'y pense à chaque fois d'ailleurs. Et je me mets à courir. Il y avait un monsieur dans les gradins, c'est une belle histoire à la Rocky, mais c'est vrai, hein, un monsieur qui est un imperméable, qui était assez âgé, c'était un dirigeant, hein, parce qu'après j'ai fini par le connaître. Et il m'a vu courir et il a été voir mon père. Je l'ai vu descendre des gradins, il a mon père et mon père m'a fait ça. Il m'a appelé, il me dit c'est ton père. Je dis ouais bon. Et le gars m'a chronométré et il m'a dit demain je veux te revoir. C'était un samedi. Le dimanche il me dit je veux te revoir, je serai là. Le lendemain, je suis revenu. J'avais pris le PC à l'époque. Ça n'existe plus. C'est le bus qui faisait le tour de Paris. La petite ceinture. Ouais, c'est vieux. Et donc, je suis revenu avec mon short vert, tout maigre, tout faible. Puis il me dit, je vais te chronométrer. Et là, il me dit, mais c'est hallucinant. Ça, c'est un temps niveau France, niveau championnat de France. Le Môme, il a jamais été en club. Il m'a dit, je veux le voir dans un club. Et donc j'ai été pris dans le club. J'ai rien payé. On m'a payé un équipement. Et là, je me suis fait repérer, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis exposé tout seul sur un stade. Gamin. Et j'ai été vu, donc c'est une chance, mais moi je dis que j'ai créé l'opportunité. Et je me suis dit, mais en fait, il suffit que je le fasse dans des clubs de plus en plus grands et on va me repérer. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai fini comme ça à l'INSEP, l'Institut national des sports, hein, tout le monde connaît. Et puis bah après, j'ai fait une carrière, quoi. Voilà. Et dans l'INSEP, tu me disais que aussi tu as eu la chance d'avoir des super profs qui t'ont vraiment aidé. En fait, l'INSEP m'a sorti de la rue. Parce que j'ai coupé avec le monde de la violence, hein, parce que je me battais quand même pas mal, j'ai fait pas mal de bêtises, et petite délinquance, hein, j'ai pas fait de braquage, petite délinquance, et puis là je suis sorti complètement. Quand tu te battais dans la rue, c'est quoi que t'aimais? J'aimais pas. Alors qu'est-ce qui faisait que tu le faisais? Pour m'en sortir. Et ça se passait comment? C'est toi qui provoquais? Non, pas du tout. Ah non, moi au contraire, j'évitais. Le souci, c'est que la confiance, elle est venue au fait que la première fois que j'ai séché un môme, bah, j'ai pris confiance. Je me dis, en fait, c'est pas dur. Il suffit de vouloir, taper au bon endroit, taper fort. Et là, j'avais déjà pris un peu de muscle. À 10-11 ans, j'ai commencé à me muscler. Hein. Je me traînais dans ma chambre avec un sac à dos, je faisais des squats, parce que j'avais pas les moyens d'aller en salle. Et je me suis dit, mais je suis rapide, j'ai la pêche, mais qu'est-ce qui différencie lui de moi? Donc j'en ai séché quelques-uns pour me défendre, voilà. Et puis par contre, j'aimais pas. Et je n'aime toujours pas d'ailleurs. La bagarre, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement, mais je me dis, faut se donner les moyens de s'en sortir. C'est pas le système qui n'aura pas un policier à moi pour me défendre ou un tuteur pour me défendre. À un moment donné, il faut que je me prenne en charge. Donc j'ai dit, le seul moyen, c'est apprendre à me battre. Bah, c'est ce que j'ai fait. L'hostilité qu'il y avait dans la rue me plaisait pas, mais je savais que j'étais obligé de faire front, sinon j'étais insoumis. J'ai toujours dit dans la vie, tu as 3 manières de faire. Hein. Soit tu luttes, soit tu te soumets, ou soit tu fuis. Fuir, c'était pas concevable, mon âge. Me soumettre, ça n'a jamais été prévu apparemment, et donc bah, c'était lutter, quoi. Donc voilà, je l'ai fait comme n'importe quel gamin. Et t'as vu des gens autour de toi, justement, qui ont subi de se faire tabasser régulièrement? Ah ouais, j'ai tout vu. J'ai vu malheureusement certains qui ont été en prison, certains qui ont dérivé dans la drogue, beaucoup, certains qui se faisaient taper. Et moi, déjà à l'époque, je supportais pas, donc j'étais pas le justicier, mais je défendais. J'ai un copain, une anecdote. Moi, à l'école, ça me branchait pas plus que ça. Fallait que j'aille la moyenne, ça me suffisait. Je disais, écoute, tu fais mes devoirs et je te défends. Je te défends. T'as voilà, délégué. le deal, voilà. Et c'est vrai, j'ai mis ça en place très jeune. Hein. J'avais 13 ans, 14 ans. Tu me disais, là, tiens, finalement, la réussite, c'est relativement facile. Tu remarques qu'il y a un peu un schéma qui revient souvent. Tu peux me décrire un petit peu ce que c'est pour toi, comment réussir dans un domaine? Réussir dans un domaine, c'est décider de réussir. Pour réussir dans un domaine, c'est, moi je dis, le croisement de 4 cercles. Alors c'est très pragmatique, très cartésien, mais pour réussir, il faut déjà aimer ce qu'on fait. Parce que quand on me dit, je vais monter un business, je sais pas quoi, pour gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Dès qu'il y aura des problématiques, des obstacles, ils sont en difficulté, qu'ils ne pourront pas surmonter parce que ça ne leur plaît pas. Donc ça sera démultiplié. Donc aimer ce qu'on fait, c'est le premier cercle. Et il doit se croiser avec la compétence. Quand on aime, on va avoir envie d'aller plus loin, d'être compétent. Puisqu'on aime, on va aller plus loin, on veut voir ce qu'il y a derrière encore. Donc, on va s'ouvrir à d'autres, on va rencontrer des gens, on va se former, très important. Troisième cercle, c'est, on va dire, quelque chose qui est viable. Ça veut dire viable, qui puisse permettre de te faire vivre. C'est que je peux aimer la sexualité des mouches, mais je vois difficilement comment je pourrais en vivre. Non, même pas. Voilà, donc en fait, il y a des gens qui sont passionnés, qui sont compétents, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'ils pourront vendre. Et ça, malheureusement, je vois souvent des gens qui partent dans des études, j'en coach, hein, et qui me disent « Ouais, c'est super, je m'éclate. » Mais je dis « Tu vas pouvoir en vivre. Tu as 7 ans d'études, tu es super fort. » Mais moi, au bout d'une heure, j'ai mal à la tête quand je t'écoute. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ça? C'est une niche où on ne fera pas appel à toi. Donc ça, c'est le troisième cercle, c'est que il est envisageable de pouvoir en vivre. Et le quatrième cercle, c'est très simple, c'est le cercle qui va, pour moi, un des plus importants, et ça va te parler, c'est ce qui te permet de donner des choses aux gens, la plus-value à la société. Qu'est-ce que tu vas apporter à la société? Un coach sportif, par exemple. Moi, j'aime le sport, j'aime coacher. D'accord? J'aime me performer, enfin j'aime devenir meilleur en me formant, donc il y a 2 cercles, c'est viable,
On peut en vivre, hein, la preuve. Et puis surtout, j'apporte de la plus-value aux gens. J'apporte du bien-être, j'apporte du réconfort, je communique, je leur apporte plus de muscles, plus... Voilà. Donc en fait, les 4 cercles sont réunis. Donc si je les croise, il n'y a pas de souci. S'il manquait un des cercles, j'ai eu le cas, hein, quand j'étais jeune, j'ai fait du travail alimentaire, hein, comme on dit, où il manquait 2 cercles. C'était que alimentaire. Je m'ennuyais, j'avais pas envie d'être plus compétent. Alors je pouvais manger avec, mais je m'éclatais pas, donc j'ai pas été bien loin, hein. Donc voilà, ces 4 cercles pour moi c'est important, j'y pense tous les jours et souvent quand je dis est-ce que ces 4 cercles se croisent, est-ce qu'ils vont chevaucher? C'est top, j'aimerais comprendre comment t'en es arrivé à la transition de sportif de haut niveau à créer tout ce que tu crées, c'est-à-dire d'avoir des clubs, intervenir en entreprise, intervenir pour les entrepreneurs. T'as un sacré succès sur YouTube, c'est un truc de dingue, c'est beau. C'est plus que des vues, t'as vraiment créé une communauté où des gens aiment te suivre, adorent te suivre. Explique-moi comment on en arrive, parce qu'il y a plein de gens qui ont été sportifs de haut niveau. Comment ça se fait que tu en arrives là? Alors, athlète de haut niveau, j'ai été jusqu'à 16 ans environ, parce que j'ai été, on va dire, viré de l'INSEP suite à une blessure. Donc, on m'a dit au revoir, parce qu'on ne prenait pas de risque à l'époque de garder un gamin qui pouvait potentiellement avoir un problème de colonne vertébrale. Donc, on m'a dit, c'est fini pour toi, le haut niveau. Donc, je me suis retrouvé dehors. À 16 ans, t'es dans quel sport? Athlète, sans longueur, triple saut, là, voilà. Donc, à 16 ans, je me retrouve avec mon sac dehors, sans suivi psychologique, sans rien, et je me dis, bah, tout s'arrête, quoi. Moi, j'envisageais les Jeux Olympiques, parce que les gens à qui je m'entraînais sont partis aux Jeux Olympiques. Il y en a que j'ai battu même, donc j'aurais peut-être potentiellement pu y aller. Et ben, c'est bizarre. Je suis sorti, j'étais sonné, ça a duré 6 mois, et je me suis dit, c'est pas possible. La science, donc les médecins, pour moi c'était la science à l'époque, me dit, c'est foutu, j'ai plus faire de sport de haut niveau, je pourrais plus m'en sortir, parce que la colonne, c'est l'arbre de la vie, hein. Puis, bah, j'ai pris mon bus, je suis revenu chez moi, et j'ai pas déprimé, mais j'étais pas bien pendant 6 mois. C'est quoi qui était le plus dur pour toi? Bah, le plus dur, c'est la reconnaissance. C'est le fait d'être sur le podium, de gagner, d'être reconnu à l'école. J'étais les champions, hein, dans la classe. Les filles, forcément, c'était plus facile. Enfin, tout était facile, quoi. Je me suis dit, mais la vie, elle s'arrêtait, la vie, pour moi. Je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'en fait, ça tient une médaille, quoi. Ma vie tient une médaille. Donc déjà, ça avait cette réflexion à 16 ans. Et j'ai la chance d'avoir un père, là-dessus, même si j'étais un peu livré à moi-même, qui me remettait sur le droit chemin en me disant, tu sais, t'es champion sur le stade, t'es reconnu, ok, t'es sur le podium. Mais quand tu prends ton métro, t'es rien du tout. Et dans quelques années, tu seras rien du tout. Parce que même les plus gros champions, on les oublie. Et ça, il me l'a toujours dit. Il m'a dit, t'es les champions maintenant, profite-en, prends l'énergie, amuse-toi. Mais t'es plus rien quand tu sors. Quand t'es à l'école, t'es plus rien, t'es timide, t'as vu, t'es comme tout le monde. Et ça, je l'ai bien enregistré. Et là, j'ai commencé à me dire, ça paraît bizarre à 16 ans. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est quelque part bénéfique? Je me suis fait jeter, mais est-ce que c'est un signe? Donc, je l'ai pas vu comme ça vraiment, mais je ressentais quelque chose qui était bizarre. Et là, tout de suite, je me suis dit, je suis bon dans quoi? Je suis rapide, je suis puissant. Donc, c'était très, très véloce. Je suis puissant, j'ai fait des tests, j'étais vraiment au-dessus de la moyenne. J'ai des fibres rapides, je suis né comme ça. Mais par contre, je suis pas endurant, je suis pas quelqu'un forcément plus costaud que la moyenne. Qu'est-ce que je vais trouver comme sport qui me correspond? Bah, bien sûr, les sports de combat. T'en avais jamais fait à ce moment-là? Non. Je commençais à 15 ans et quelques, je touchais un petit peu. Mais à 16 ans, je me suis mis dans une salle de boxe, j'ai boxé, et là, je voyais pareil. J'étais plus rapide que la moyenne, j'avais pas de technique, mais j'allais vite. Et là, bah, rapidement, je suis arrivé à un bon niveau, j'ai combattu en boxe française, boxe thaï, boxe anglaise, enfin, ainsi de suite. Et puis, je suis toujours dans l'extrême. Moi, je me suis dit, mais comment je vais trouver l'art martial ou le sport de combat qui me permet d'utiliser tout mon potentiel physique et mental? Et je le trouvais pas dans les sports de combat, puisqu'il y a des règles. Et moi, je n'aime pas les règles. Pour moi, les règles, c'est un truc qui m'embête. J'aime pas les contraintes, j'aime pas les règles. Même maintenant encore, c'est un problème pour moi quand on me dit c'est limité à ça. Je dis, mais c'est toi qui dis que c'est limité. Moi, je te dis que c'est pas limité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis dit, il me faut un art martial, celui que je pratique actuellement, le punch silat, où il y a aucune règle. Aucune limite, tu fais ce que tu veux. Ah, ça me... Parce que même en MMA, il y a des règles. Là, il n'y avait pas ça te fait chier, quoi. Les règles, j'aime pas. Ce qui me permettra, moi, avec mon physique, de pouvoir m'en sortir potentiellement face à quelqu'un qui fait 130 kilos et qui est jeune, c'est toucher les points vitaux et les parties, comme on disait tout à l'heure, qui veulent me mettre hors d'état de nuire. Donc, si je rentre dans son jeu en me mettant en opposition avec les mêmes règles, je vais perdre. J'ai le double de son âge, voire le triple. Même le triple pour les meilleurs combattants, et je vais utiliser les mêmes règles que lui. Donc moi, je vais aller sur un terrain qu'il connaît pas. C'est ce que j'ai toujours fait pour tous les domaines. Innover, trouver des systèmes qui me permettent... T'as déjà entendu l'histoire de... Ça m'avait beaucoup inspiré de Tim Ferriss. Ah, j'adore. Tu t'adores Tim Ferriss? J'adore Tim Ferriss. Cette histoire, moi je m'étais dit, ah putain, le con, il est trop fort. Tu sais, alors je sais plus quel art martial c'est. C'est la boxe avec le coup du cercle. Quand il le sort du cercle. Voilà, et qui se rendent compte qu'en fait, ils suivent tous la même règle, et qu'il y a une règle entre guillemets, dans le règlement, qui est de sortir la personne du cercle. J'adore les personnes qui justement trouvent la faille dans le système. Tim Ferriss, c'est quelqu'un pour moi de très inspirant, de brillant. Je vais te dire pourquoi. Sa méthode, j'étais en vacances quand c'est arrivé, quand j'ai lu son livre La semaine de 4 heures et l'entraînement physique où il te dit que tu peux t'entraîner qu'une fois 30 minutes par semaine changer ton corps. J'étais en vacances quand j'ai lu ce livre, il n'y a pas si longtemps, hein, parce que moi je parle pas anglais couramment et je lis pas couramment, donc j'étais en français, il était traduit. Puis je vois sa méthode et je dis à ma femme, en fait c'est ce que je fais.
Depuis des années, j'arrête pas de dire aux gens, entraînez-vous moins mais plus intensément, faites du fractionné, c'est ce qui va permettre d'anaboliser, de faire un corps plus fort. Je me dis, c'est fou. Et plus je disais, je dis, mais ce qu'il dit, mais c'est 100% vrai. Sachant que c'est pas un athlète de haut niveau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les meilleurs, encore une fois, et il a synthétisé. Mais j'ai dit, ce mec-là, il est génial. Et quand j'ai eu la semaine de 4 heures, mais j'ai dit, c'est génial. En fait, il automatise, il optimise, elle voit Pareto, mais c'est ce que je fais tous les jours. J'essaie de gagner du temps en essayant de déléguer un maximum, d'optimiser. Donc c'est génial, quoi. Et donc Tim Ferriss, bien sûr que j'adore, quoi. Ce qu'il dit, c'est ce que j'ai pratiquement fait. Et à mon avis, c'est ce que tu as fait aussi certaines fois pour avancer plus vite ou faire plus de choses en même temps. Tu peux me décrire un petit peu l'art martial, en quoi il consiste? Donc c'est un art martial indonésien et malaisien. Et l'anciennement, on va dire, c'est l'art des commandos indonésiens. Donc c'est quelque chose qui fait pour tuer, en temps de guerre. Et il faut savoir qu'il a évolué. Au début, c'était indonésien, malaisien, mais avec l'invasion hollandaise, ils ont été confrontés à des gens beaucoup plus costauds. Parce que le gabarit d'un Hollandais, c'est pas du tout celui d'un Indonésien, donc ça a évolué. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cet art martial, c'est que j'ai appris avec un maître qui m'a diplômé, formé, puis j'ai eu un prof. Moi, j'aime pas les règles, encore une fois, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un peu aménagé à ma sauce. Donc j'avais 2 options possibles. Soit ça le vexait, c'est le maître qui te dit, on est assez quand même dans le mimétisme, on reproduit dans les arts martiaux. Surtout dans les arts martiaux, il y a un vrai côté, tu fais ce que le maître te dit. Voilà, donc moi j'ai fait ce qu'il me dit à 70%, mais je l'ai un peu mis à ma sauce. Et puis la deuxième option, c'est ça allait lui plaire. Et ça, je pouvais pas le savoir. Et en fait, quand j'ai passé mon grade, comme je suis boxeur, j'ai intégré des techniques de boxe, mais en gardant les fondamentaux du penchak avec tout le respect qui va avec, tout l'aspect culturel. Et en fait, le maître, il a kiffé. Il m'a dit, t'as compris. Tu fais évoluer l'art en fonction de la société. T'es pas figé. Et là, j'étais super content. Je dis, waouh, le maître qui confirme que ce que je fais, c'est pas mal. Alors que j'ai quelque part fait quelque chose qu'il attendait pas. Et donc, j'étais diplômé indonésien. Je suis un des rares. Et en fait, je me suis dit, quelle ouverture d'esprit. Un gars qui a vécu dans la jungle, qui a été torturé, qui a connu la guerre, qui a un drôle de bonhomme, un grand maître. Je me suis dit, waouh, le maître me dit ça. Et après, je suis en contact avec sa femme toujours. Mais c'est génial, quoi. En fait, je me suis dit, quelqu'un dans les arts martiaux qui n'est pas figé. Ça doit t'inspirer, Bruce Lee, du coup, dans sa manière. Ah oui, mais pareil, j'ai lu le Tao of Jeet Kune Do, mais quelle intelligence. En 72, il disait des choses qui sont valables maintenant. Il faisait déjà du MMA, faut le savoir. Il mettait des gants. Il a été à l'encontre. Il a eu des soucis, d'ailleurs. Bien sûr, dans le milieu des arts martiaux. Parce que forcément, il a dit des choses qui n'étaient pas en phase avec le milieu. Tu veux sortir des règles, enfin, en tout cas, ne pas respecter forcément les règles, faire à ta propre sauce. Aujourd'hui, t'es exposé, je vois des fois des commentaires des personnes qui débattent sur est-ce que ce que tu dis au niveau de la musculation, c'est bien ou pas. Parce que sortir des règles, ça implique de déranger. Complètement. Et déranger potentiellement, comme Bruce Lee, je veux dire, il a dérangé un paquet de personnes dans le kung-fu. Enfin, ça demande un sacré leadership que tu pourrais me partager comme ça. Et dans ton histoire, un des moments où tu as reçu peut-être le plus de critiques, un des trucs les plus durs pour toi. Et ce qui m'intéresse surtout, tu vois, c'est un peu comme l'histoire de tes 16 ans. Tu aurais pu être détruit à 16 ans et être là à 50 ans en disant, voilà, ma vie c'est fini à 16 ans. Mais quelque part, réussi à voir où est-ce que tu avais des talents, qu'est-ce que tu pouvais encore faire. Et ça me parle beaucoup parce que tu vois, des fois, j'avais un jeune dans un lycée qui vient me voir et me dit, ouais, mais mon rêve, il est plus possible parce que j'ai eu un accident, je voulais réussir dans le ski. Et je lui dis, mais en fait, ton rêve, c'est pas le ski. Aujourd'hui, t'as choisi le ski parce que c'est le truc que t'as trouvé. Mais qu'est-ce que t'aimes dans le ski? Je suis sûr que si on creuse dans ce que t'aimes dans le ski, on va trouver d'autres choses. Pour moi, d'ailleurs, le point commun des personnes qui font des grandes choses, c'est cette capacité à transformer ce qui leur arrive en opportunité pour eux. Donc, tu peux partager un moment difficile et comment tu dépasses les critiques. Parce qu'il y en a plein, à la première critique, pop, ils arrêtent, tu vois. Alors déjà, quand tu es à l'INSEP, tu comprends ça, que dès que tu t'exposes, en fait, t'es critiqué. Donc là, tu le sais, hein, tu le sais. Un champion, quand il gagne, tout va bien. Quand il perd, il se fait tuer par la presse. On le sait. En France, c'est classique. Il y en a qui le vivent très mal, qui sont pas préparés. Moi, j'ai toujours été préparé à ça. Pourquoi? Comment ça se fait? À partir du moment où tu t'exposes, forcément qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec toi. Alors moi, je n'en fais pas quelque chose de négatif. C'est assez bizarre. Moi, j'ai dit dans le monde, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans la norme, qui rentre pas dans les cases. Qui rentre pas dans les cases. Donc un peu ça, quand je parle de règles, c'est je respecte les règles étatiques. Je respecte beaucoup les règles structurelles, mais je ne respecte pas les règles qui sont les limites. C'est peut-être plus les limites que les règles d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est pas les règles. Moi, je suis très respectueux, mais c'est les choses qui me dérangent, c'est qu'on dit c'est comme ça. Lui, il est condamné à faire ça parce que lui, il a telle maladie, il va mourir dans 6 mois. Mais non, mais ça, c'est pas vrai. C'est les limites que les autres nous imposent ou qu'on s'impose. Ça m'a toujours dérangé. Voilà. Il faut 3 ans pour être champion de France. Moi, j'ai mis 1 an. Et j'ai dit, non, voilà, faut 3 ans pour être ceinture noire. Moi, j'ai formé les ceintures noires en 6 mois. Des gens doués. Puis il y en a, ils mettront 20 ans parce qu'ils sont mauvais. C'est comme ça à la vie. Non, il faut dire les choses. Il y en a qui ont des prédispositions, d'autres pas. Moi, en anglais, j'en ai pas, par exemple. Je vais mettre plus de temps à apprendre l'anglais que certains, mais bon, je le sais. Alors, pour revenir à ça, c'est quand on change quelque chose ou quand on n'est pas en phase avec la société, souvent, il y a 3 étapes. Ça, je le sais depuis très jeune. Et j'y ai toujours pensé à ça. La première étape, on s'occupe pas de toi. Il est fou. De toute façon, lui, toi, donc, t'es tranquille. Tu fais, puis après, tu commences à
dérangé puisqu'on te voit. Donc là, la deuxième étape, c'est tu es critiqué. Ça, c'est la deuxième étape, obligatoire. Et la troisième, tu es copié. Alors, je vais donner un exemple flagrant et qui est connu d'ailleurs dans le domaine des arts martiaux, qui a fait du bruit. C'est qu'il y a environ 15 ans, 10 à 15 ans, j'avais compris que l'Open Chak Silat, c'était une niche où il n'y avait pas grand monde et qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs. Et il y a des gens qui me contactaient et qui me disaient j'aimerais bien pratiquer. Sauf qu'ils habitaient dans le fin fond du Morvan, ils habitaient dans les Charentes, il n'y avait pas de club. Et je me suis dit, mais c'est à moi d'aller vers eux. Et le seul moyen d'aller vers eux, c'est quoi ? C'est créer des choses en ligne. Sauf que moi, je suis très mauvais dans tout ce qui est technique, tout ce qui est web. Moi, c'est pas mon métier. Donc, je me suis dit, je vais rencontrer des gens. J'ai rencontré quelqu'un, je vais dire son nom parce qu'il m'a beaucoup aidé, c'est Anthony Faux. Il me dit, écoute, moi, je sais faire. Mais il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui dis, je vais apprendre les arts martiaux en ligne. Je vais apprendre à passer des ceintures en ligne. Je vais apprendre, comme je fais en cours, je vais faire un cours, 1 heure. Comme je le fais en présentiel, je vais le faire en technique. Il me dit, t'es fou. Personne fait ça. Tu te rends compte, les arts martiaux, en plus il est dedans. Alors il me dit, mais tu te rends compte, tu vas t'exposer, tout le monde va te tuer. Ah ça va pas louper. Quelle est la chose la plus douloureuse que tu as reçue pour toi? On m'a dit, c'est honteux ce que tu fais, tu vas délivrer les secrets des grands maîtres aux élèves, tu ne respectes pas la culture, tu te prends pour un Américain, on va devoir te planter, de toute façon on va tous, tout le monde m'a critiqué. T'es déjà arrivé d'être secoué un peu par des critiques? Pas du tout. Pas du tout. Alors ma femme me dit souvent, tu es un robot. En fait, je mets pas d'émotionnel là-dedans. J'ai un truc à faire, je le fais. T'as un point A, t'as un point B, personne ne m'arrêtera si j'ai décidé. Sauf si je meurs. Mais sinon, je le ferai. De toute façon, même si elle le dit souvent, tu vas te planter, ok, mais je le ferai quand même, ce sera une expérience. Ce sera pas un échec, ce sera une expérience. J'ai besoin de vivre les choses. Donc je l'ai fait. Anthony Faux me disait, mais t'es fou. Mais je te paye, tu fais. Je te demande de le faire. Il l'a fait. Donc au début, ça a été compliqué, puis après, ça a fonctionné. Donc ceux qui m'ont critiqué violemment quand même. Ah oui, non, j'ai eu même des scènes, des trucs pas mal, des trucs de mort, menaces de mort. Ah oui, ça a été très loin. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ça a commencé à marcher, on m'a copié. Et les mêmes personnes, je leur envoyais des petits mots, mais des petits mots gentils. J'ai dit, tu vois, c'est pas si mal ce que j'ai fait. Ça te sert. Il y a eu un premier, t'es le deuxième. Essaye de comprendre que la vie, il y a des gens qui ont fait les choses avant toi. Ça a servi, donc je leur en veux même pas. C'est une réaction normale, c'est que ils n'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas été formatés dès l'enfance. On t'apprend avec l'école de rentrer dans les cases et malheureusement, on est tous formatés plus ou moins comme ça, sauf certains. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de dire, c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il faut pas le faire. Alors, attention, je l'ai pas inventé. J'ai vu qu'aux États-Unis, ça se faisait déjà et on sait qu'il y a souvent un écart de 5 à 10 ans. Ouais. Et on m'a dit, tu te prends pour un Américain. Ça, j'ai adoré. Pour moi, je suis très content parce que tu imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dit et me disent encore que je fais à l'américaine et pour moi c'est très bien. Tu donnes beaucoup de choses aux gens. Après, en musculation, je quitte les arts martiaux pour faire de la musculation. J'ai commencé à 13 ans la musculation. Ils pensent que j'ai commencé hier. Physique que j'ai, ça s'est pas fait à mon âge en 2 mois. Donc ils me critiquent parce que je dérange. Mais quand je parle de mes méthodes, c'est presque les mêmes méthodes que Tim Ferriss. Sauf que Tim Ferriss, il l'a prouvé scientifiquement. En plus, il y a des données. Moi, je vais donner un exemple. J'ai bientôt 58 ans. On te dit, et tu as dû l'entendre, que le taux de testostérone descend à partir de 30 ans. J'ai augmenté mon taux de testo sans prendre de produits, avec des techniques qui sont basées un peu sur Tim Ferriss, noix de brésil, noix du cajou, jouer sur le système hormonal, sur l'homéostasie, sur le catabolisme. Enfin, c'est des techniques assez puissantes, mais ça fonctionne. J'ai fait une prise de sang, mon médecin m'a dit, mais comment t'as fait? J'ai fait un contrôle antidopage à l'INSEP pour prouver au grand public, moi j'ai rien à prouver à mon âge maintenant, prouver au grand public que je ne suis pas dopé et qu'on peut permettre à quelqu'un qui commence à prendre de l'âge, qui est en baisse de forme, de pouvoir régénérer son corps avec la méditation, plein de techniques. De toute façon, c'est pas que comme ça, restant dans le canapé. Mais je lui dis, c'est possible en très peu de temps, avec très peu de techniques, sans dépenser beaucoup d'argent, de modifier son apparence corporelle et son mental, parce que c'est lié. Quand je dis ça, bien sûr que je dérange, on me dit que je suis un gourou. Tu le vis comment quand les gens te disent que t'es un gourou? Bien. Je leur dis, ouais, je l'ai choisi. Donc, pour moi, je suis quelqu'un qui aide. Eux, ils appellent ça gourou. Mais je veux dire, les gens comme nous, en fait, dès que tu aides, c'est marrant parce qu'un médecin te soigne. On voit comme quelque chose de formidable. Donne un médicament, alors des fois le médicament il peut dégrader, voilà. Et c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement. Bien sûr, un coach, un thérapeute qui aide, s'il est dans le cadre vraiment d'un truc paramédical, bien que dans son cabinet ça va, mais dès que tu le fais en ligne, tu deviens un escroc ou un gourou. Et ça me gêne beaucoup parce que moi j'ai des retours, t'en as aussi sûrement de gens qui étaient près du suicide, moi j'en ai eu, qui m'ont dit mais tu m'as redonné la joie de vivre. Je vois que je suis black, je viens d'une cité et que je suis mieux hyper populaire, j'ai pas fait d'études, je peux m'en sortir. Mais d'où je viens mec? Juste la couleur qui est différente, d'où je viens, pire que toi encore. Je dis là, t'es en 2020, t'as accès à tout avec Internet. Moi, j'avais accès à rien. Ouf, d'ailleurs. Et quand je dis ça, le mec, il me dit, mais t'as raison, est-ce que je peux te rencontrer? Le mec, j'y viens à la salle. Tu sais, moi, je suis à la salle dans le 15e, tu me viens quand tu veux. Le mec, il vient, il est content, il fait un selfie, je dis, toi, c'est possible. Voilà, en fait, mais les gens le voient pas. Et quand ils traitent les gens de gourous, il y en a des gourous, attention, il y en a, ça existe. Mais donner de la valeur, aider des gens, en plus par YouTube, c'est gratuit. Mais quel bonheur. Non, mais c'est dingue. Moi, j'ai une gratitude infinie pour YouTube parce que je parle même pas seulement moi en faisant des vidéos, je parle. Aujourd'hui, t'as 12 ans,
Tu peux vivre en plein milieu de l'Afrique, en plein milieu d'une cité ou dans le 16e, et tu peux sur YouTube apprendre de gens qui t'inspirent. Tu peux voir une biographie d'Einstein, tu peux voir Bruce Lee. J'ai vu plein de vidéos de Bruce Lee, il me fascine dans sa mélange art martial et on va dire philosophie, psychologie. C'est sûr qu'on vit dans une époque où ça n'a jamais été aussi facile de réussir et jamais aussi facile de foirer sa vie. C'est les deux. Et en fonction de ce que tu regardes, tu peux te picouser tous les jours de gens qui réussissent en fait. Tu peux regarder Kobe Bryant en interview là où c'était beaucoup plus dur il y a 30-40 ans de pouvoir regarder des gens comme ça inspirants. J'imagine qu'il y a eu des critiques que tu as reçues qui étaient, enfin en tout cas c'est mon cas. Dans les critiques que je reçois, il y a une partie des critiques, c'est juste du hater, c'est pas intéressant. Mais tu vois par exemple, il y a des gens il y a 5-6 ans qui te disaient tiens David, là ce que tu dis c'est pas prouvé scientifiquement. Et il y a eu des endroits où ils avaient raison. Avec le temps, j'ai bossé mieux, j'ai affiné mon truc. Comment toi tu fais pour essayer de trouver l'équilibre entre écoute, ça m'intéresse pas les critiques et en même temps écoutez. Alors déjà, je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi qui regarde les commentaires. Alors moi, c'est très simple, je me prends pas la tête. Quand tu fais n'importe quoi ou tu dis n'importe quoi, je prends pas en compte. Pour moi, c'est pas argumenté. Dès qu'il y a une argumentation, je prends le temps de répondre ou je prends le temps de réfléchir. A-t-il raison ? Ah ouais, pourquoi pas. Tu réponds ou pas à ces commentaires ? Ouais, je réponds. J'essaie de répondre. Pas à tout, je vois pas tout. Quand on a 200, 300, des fois, je peux pas. Parce que là, t'as fait combien de vues cumulées là sur ta chaîne YouTube ? On est pas loin des 100 millions là. C'est bon ça. Ouais. Mais moi, je cherche même pas à faire le buzz. Si tu remarques bien, je fais moins de vues. Et en fait, c'est un truc qui est marrant chez YouTube. C'est rigolo d'ailleurs. Quand tu fais faire un buzz, je sais faire. Tu vois, je fais un combat dans un terrain vague. On m'a proposé déjà de me battre dans un terrain vague avec des jeunes. Quelle plus-value, à part vendre de la violence. Je refuse. Je ferai 1 million de vues. C'est rigolo. Oui, plus, mais pas d'intérêt. Et à mon âge, ça serait dramatique de rentrer dans ce cas de figure. Mais dès que tu donnes de la vraie valeur, dès que tu donnes des choses qui sont assez pointues, moi, je donne des choses, franchement, je réfléchis beaucoup je prépare pas mes lives, mais je réfléchis beaucoup en disant qu'est-ce que je vais pouvoir donner. Je réponds souvent par rapport à ce qu'on m'a dit dans la journée, des rencontres que j'ai faites, des souffrances, puisque c'est quelque chose qui reviennent. Donc, je me dis, donc, ça correspond quand même à des besoins. Donc, je le dis en live. Mais j'ai remarqué que plus j'apporte de la plus-value qui pourrait aider, et en fait presque moins c'est regardé par les gens. Comme quand il y a qu'ils ont peur d'essayer de progresser, d'aller mieux. C'est bizarre comme attitude. Alors justement, j'aimerais qu'on aille là-dessus. Comment tu trouves l'équilibre pour ta chaîne YouTube entre peut-être un truc qui est très profond, qui va apporter plein de choses, mais qui va être moins regardé, et la vidéo un peu plus putaclic? Donne-moi un titre qui a bien marché, puisqu'il est un peu putaclic. La claque, 4 millions de vues. Ah, je l'ai vu celle-ci. Ça a été repris d'ailleurs chez Hanouna, c'est passé chez Hanouna, ça ouais, c'est rigolo. Comment tu trouves l'équilibre entre les deux? Parce que quelque part, la claque, elle joue un rôle aussi, parce qu'elle te fait connaître, elle te permet du coup, plus de gens voient les vidéos profondes. Comment tu dis, tiens, on va faire la prochaine version de la claque, on va aller à un truc plus dans le détail. Au début, je cherchais un petit peu à me faire connaître. Je suis honnête, donc j'utilisais beaucoup de titres qui étaient accrocheurs. Maintenant, je fais plus ça du tout. Si tu regardes, depuis au moins 2 ans, je ne fais plus ça puisque pour moi, ça me correspond plus, quoi. Je suis vraiment passé à autre chose. Mon idée, c'est qu'à chaque fois que je fais un live, j'essaie d'aider le plus de personnes possible. Donc, je suis pas devenu plus sérieux, c'est que je considère qu'en self, j'ai donné beaucoup de choses. Les gens, ils ont plus qu'à apprendre les outils. J'ai des formations en ligne derrière, si vous voulez aller plus loin. Par contre, en bien-être, je n'ai pas beaucoup donné. Donc, je parle de cohérence cardiaque, tout ça, des choses simples à mettre en place. Je me dis, je peux aider peut-être plein d'étudiants qui stressent avant les examens. Moi, j'ai une fille qui est très stressée, qui est psychologue, et ça l'a aidé. Elle a 27. Moi, j'ai une de 30, une de 27 et une de 13. Et en fait, je vois, la peur, le stress, c'est chez les trois. C'est comme chez beaucoup de gens. C'est un problème. La peur peut être une amie comme une ennemie, quoi. Elles sont entraînées à la self aussi, toutes les trois? Non. Non? Non. Il y en a une qui a fait du karaté la dernière, mais bon, c'est pas son truc. Voilà, c'est pas... Ça t'embête ou pas, toi? Pas du tout. Non? Alors moi, j'ai un principe de vie très simple, c'est que on fait ce qui nous plaît. D'accord. J'ai aucune qui a été athlète de haut niveau. Il y en a une qui a tourné au championnat de France, quand même sélectionnée, je crois, en gymnastique, la deuxième. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais elles n'ont pas la rage. Elles n'ont pas mon vécu. Moi, je les ai quand même élevées dans un confort. Elles n'ont pas cette rage de s'en sortir que j'avais faim, moi. Moi, j'ai encore faim comme à mes 6 ans. Je suis le même. En compétition, ça me fait kiffer. J'en ai fait une, tu vois, il y a pas longtemps, là, il y a quelques semaines. C'est ce besoin de me mesurer, ce besoin de voir où j'en suis, ce besoin de progresser et de rencontrer les meilleurs. Quand tu fais de la compète, tu rencontres les meilleurs. Me prendre des volets, moi, j'adore ça. Parce que je me dis, mais plus je vais en prendre, plus je vais être meilleur. En fait, j'ai horreur de gagner facilement. Je déteste ça. Tu vois, là, je me suis mis dans une compète, c'était le championnat national de traction, faire le plus de traction possible. Je me suis inscrit. On pourrait dire, ouais, on m'a dit ta réputation, Franck, si tu perds et tout. Mais je m'en fous. Je perds. Et alors, un homme, ça perd, ça gagne. Et on perd souvent plus qu'on gagne. Les champions, les voitures gagnées, mais ils ont tellement perdu avant. Moi, j'en ai vu à l'INSEP perdre beaucoup avant de gagner. T'as vu plein de champions, t'as vu plein de gens dans tes clubs. Est-ce que, par rapport à ce que t'as dit là, cette souffrance de l'âge des 6 ans que t'as toujours, est-ce que tu trouves que c'est un point commun des gens qui réussissent cette souffrance? Ouais, tu retrouves ça. Ouais. J'ai fréquenté beaucoup de milieux, milieu de la rue, milieu des boîtes de nuit, des gens qui faisaient des boulots un peu difficiles, qui sont montés à la force des bras et en dormant peu. Des gens qui ont monté des business. Alors, une souffrance, c'est pas forcément, on vient d'un milieu défavorisé. C'est une souffrance. Il y a eu quelque chose à un moment donné qui fait que on a un besoin. C'est un besoin de survie. Il y a des gens qui sont de milieu aisé, mais il y a une souffrance, peut-être la
manque des parents, manque de soutien, peut-être dévalorisé. Il y a une souffrance. Et cette souffrance, certains vont en faire une force et d'autres vont se replier sur eux-mêmes. Et c'est ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. C'est que si cette souffrance, ce besoin de sortir de là, qui est trop difficile à vivre, de dire tu vas pas vivre 40 ans comme ça, si elle n'est pas suffisante, tu t'en sortiras pas. Et tu regardes tous les athlètes de haut niveau, j'en ai côté pas mal. Ce besoin de reconnaissance, il est lié à un moment donné à quelque chose. Si on creuse, moi je coach beaucoup de gens, je suis hypnothérapeute, et à un moment donné, quand je reviens en arrière, il y a eu un moment donné de leur vie, il y a quelque chose qui n'a pas été. Alors si elle est légère, cette souffrance, elle passe, on vivote. Mais si vraiment elle est dure à vivre et qu'on dit mais c'est pas possible, on fait un point dans sa vie et là c'est sérieux, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont être dans ce cas-là. Mais je peux pas vivre 40 ans comme ça. Moi je dis à mes enfants, mais tu peux pas rester là où tu es. Tu peux pas rester avec un métier qui te plaît pas. Tu peux pas rester quelqu'un qui te plaît pas. Tu peux pas rester avec cette souffrance. Moi ma souffrance c'est d'être très maigre. Je supportais pas mon corps. Bah ça y est, c'est bon, j'ai réglé le problème, musculation. Je me faisais taper parce que j'étais fragile. C'est bon, sport de combat, j'ai réglé le problème. J'avais pas d'argent. C'est bon, maintenant j'ai une vie aisée. Et j'ai cherché à régler les problèmes. Donc c'est cette souffrance de pauvreté, de manque de reconnaissance qui fait que j'ai réussi. Et tous les gens que j'ai côtoyés, pratiquement tous, j'irais même tous, ouais, ils ont ce truc. Ça m'intéresse beaucoup, tu vois, j'ai envie d'être papa. Moi, des fois, j'ai une peur qui est de me dire, j'ai une ambition de dingue, je suis prêt à, peu importe les efforts que ça demande, de me dépasser. Et mes enfants, ils vont vivre un confort de vie à plein de niveaux qui est différent. Et des fois, j'ai peur justement de me dire, même tu vois, si on prend le sujet de l'argent, tu vois, moi, un truc que j'ai jamais supporté, c'est, j'avais des amis comme ça, les parents, ils leur offraient les 2 paires de skis, l'iPhone. Moi, alors, il y a une partie de moi qui aurait envie justement que mes enfants, ils manquent d'argent pour avoir cette même niaque, tu vois, sur le sujet de la parentalité. Et comment toi, t'as abordé la question et comment tu l'abordes? Alors c'est très compliqué. Ça par contre, c'est quelque chose où je suis pas forcément un expert parce qu'il y a de l'affectif. Ah, c'est sûr, plus difficile. Clair. Alors moi, ce que je dis, il faut pas que tu les mettes toujours en situation de facilité. Il faut qu'ils se retrouvent en situation où ils doivent se débrouiller. Même s'ils savent derrière, dans l'inconscient, que s'il y a un problème, il y aura papa derrière ou maman. Mais je les mets quand même en difficulté. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est fais ce que tu as à faire. Et je regarde. Et en fonction de leur mode de fonctionnement, soit je recadre, en discutant, moi je discute beaucoup avec mes enfants et je vais leur dire, j'ai l'exemple de ma fille. Ma fille, elle a fait des études de psychologie. Donc la deuxième, brillante à l'école, donc je l'ai poussée jusqu'au master, c'est classique et tout. Et à un moment donné, j'ai vu que ça allait pas. Mais je lui ai pas dit alors, non, j'ai laissé faire, mais j'ai vu. Et elle me dit, ce que je peux te parler? Elle avait peur de me dire, je veux pas être psychologue. J'ai peur. La peur. La peur parce que c'est profession libérale, parce que c'est pas facile, psychologue, mine de rien, c'est pas ça. Et elle me dit, papa, tu m'as payé les études et tout. Et je lui dis, elle est genre redevable. Mais je dis, tu me dois rien, c'est normal. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Elle me dit, je veux faire un stit. Bah, fais un stit. Tu veux faire plombier? Fais plombier. Tu veux faire un stit? T'as vraiment envie de faire ça? Elle dit, ouais. Donc actuellement, elle est un stit. Elle a réussi, pareil, le concours d'entrée. Et elle me dit, j'étais sûr que t'allais m'en vouloir. Mais pourquoi je t'en veux? Voilà, ça veut dire que j'aurais pu lui dire, moi, je te paye un truc, je te prends un cabinet. Non, je la laisse bien galérer, qu'elle se rende compte qu'il y a un problème, que c'est pas pour elle. Les 4 cercles, on retrouve, les 4 cercles, il y a un cercle qui manquait. C'est que c'était pas viable pour elle financièrement. Elle a vu que le cercle, il était pas dedans. Pour elle, c'est pas possible d'en vivre. Elle a plein de copines qui galèrent. Donc elle avait raison. Moi, je connais pas ce monde-là. J'ai laissé faire. Il faut que tu les mettes en situation d'un confort normal, mais que tu en fasses pas trop. Parce que si t'es toujours là derrière, parce qu'à un moment donné, donc tu vas quelque part, tu les rends assistés. Et ça, c'est dangereux. Et je trouve que de nos jours, on assiste trop les gens. Et ça leur rend pas service. Je dis pas qu'il faut pas aider des gens il y a des gens qui sont dans les totales galères, démunis. Donc là, faut les aider, bien évidemment. Mais il y a des gens qu'on n'a même pas besoin d'aider. Mais on les aide, donc pourquoi ils iraient se fatiguer à faire des efforts? Et moi, ça, je le vois régulièrement. Des gens que je coach qui me disent, oui, mais tu comprends, c'est pas facile. Mais c'est pas facile de quoi? Et là, ils savent pas répondre. Combien de fois j'arrive à poser des questions à des gens? La question classique, je veux être riche. Ils savent rien dire. Dis-moi, combien tu veux dans 4 mois? Je veux 5 000 € dans 5 mois. Ça, c'est une vraie réponse. Être riche, ça veut rien dire. Je veux maigrir. Pour moi, ça veut rien dire. Je veux perdre 5 centimes. Ils savent pas chiffrer les gens. Donc, comment tu veux réussir ta vie si tu jalonnes pas, si tu fais pas des cycles, des macro-cycles? Comment tu peux faire? Bah, c'est ça, c'est que ma fille, elle a fait psycho. Bah, ok, tu veux faire plombier. Tu l'as ton diplôme. T'as appris des choses. C'est une expérience. Peut-être que dans 5 ans, elle va me dire, bah non, je vais aller élever des chèvres. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est ça, la vie est faite de cycles. Moi, j'ai fait 1 milliard de boulots dans ma vie avant de trouver celui qui me convient et je vais peut-être en changer encore. Donc, c'est ça, la vie, c'est choper des opportunités, c'est t'amuser. En fait, la vie, c'est un terrain de jeu. C'est clair. Et si tu t'emmerdes, si tu t'ennuies, je dis, c'est pas possible. Moi, je vois à mon âge, j'ai encore une 20aine d'années à vivre, on va dire correctement. 20 ans, tu bien plus. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on décide, pour moi, on décide de son futur. On décide vraiment. C'est dur à entendre. Je sais qu'il y en a qui me critiquent quand je dis ça, qu'on est responsable de son futur. Oui, si je mange tous les jours 5 kebabs, je bois du coca et je fume, bah, potentiellement, je vais réduire ma vie. C'est évident. Pas forcément, mais potentiellement. Voilà, si je me bats tous les jours, bah, il y a de fortes chances qu'un jour je prenne une balle ou un coup de couteau. Bah, c'est évident. Si par contre, je fais du bien aux gens, il y a de fortes chances qu'en retour, on me donne du bien. Et moi, c'est bizarre. Souvent, on me dit, mais Franck, tu fais des sports de combat. Les mecs, ils te provoquent pas, ils te chauffent.
Jamais. C'est vrai? Moi, je vais dans les cités, je vais partout. Les jeunes sont super cool avec moi. Conor McGregor, il racontait qu'il se fait souvent chercher dans les bars. Ouais, mais lui, c'est un provocateur. Regarde son comportement sur le ring, c'est ce qui a fait ça. C'est une personnalité quand même. Hein. Si tu joues le héros et que tu joues le bagarreur et le provocateur, il y en a un qui arrivera. Provocateur dans le sens que je suis le meilleur, je suis au-dessus, c'est ça? Bah oui, parce que tu deviens un compétiteur de rue là. T'es plus un compétiteur de ring. Tu prends quelqu'un comme Teddy Riner, par exemple. C'est un grand champion. Ce gars-là, il inspire la bienveillance, donc dans la rue, il peut se promener tranquille, on ne provoquera pas. Maintenant, s'il commence à dire, moi, venez, moi, je vous prends en MMA, je vous prends en boxe, à un moment donné, il y en a un qui arrivera. C'est ce qui se passe, c'est comme ça qu'on meurt, hein, d'ailleurs. Et dans la nuit, moi, je travaillais dans les boîtes de nuit longtemps, 10 ans, dans les boîtes de nuit. Ceux qui ont eu des soucis, souvent ceux qui ont eu des comportements qui, à mon avis, n'étaient pas adaptés à la situation. Mais si tu es bienveillant, que tu donnes des outils aux gens pour se défendre, mais que tu te déclares pas être le meilleur du monde, d'ailleurs ça n'existe pas, et que tu ne critiques pas les autres, moi je m'entends avec des gars du MMA partout, quoi, j'ai jamais de problème. Et quand les gens me voient dans la rue, c'est plutôt on fait une photo là, on fait une photo tout à l'heure avec un jeune, il était ouais monsieur, je fais une photo, c'est rigolo parce que j'ai le triple de son âge, mais en fait pourquoi il chercherait, je cherche pas à le dominer, donc en fait c'est ça, si c'est garder sa place, et en gardant ta place, en étant bienveillant, normalement, à part des fous, ça peut arriver, bien sûr. Tu t'en sors bien quoi. T'as une grosse audience. Et tous dans ton audience n'ont pas eu ce truc dans leur vie. Comment tu gères justement quand dans tes salles ou dans tes formations ou sur YouTube, tu vois, par exemple, moi je suis pas né en cité, j'ai pas vécu la souffrance que tu as vécue. Par contre, c'est clair que vu que je me détestais, ça m'a créé ce truc de... Toi, tu l'as cette niaque de t'en sortir, de pas laisser l'adversité t'écraser. Comment tu fais pour aider ceux qui n'ont pas ça? Alors, je leur explique très simplement que moi, ça a été un outil, un détonateur pour accéder justement à ce que j'ai fait. Mais d'autres vont pouvoir d'autres outils. Le plaisir, c'est un outil. Donc, par exemple, je forme des profs dans les arts martiaux. Des fois, je suis très dur. Il y a une quinzaine de jeunes entre 20 et 35 ans qui sont parfois dans le rêve. Je leur dis, mais professeur d'arts martiaux, c'est pas Chuck Norris à la télé. Hein. Tu vas te prendre les transports en commun quand il y a les grèves. Tu vas faire des fois 1 heure entre 2 cours. Tu vas rester dans un café à attendre. C'est pas la fête. Et puis, tu n'auras pas la reconnaissance que tu crois. Tu dis, les élèves t'appartiennent pas. Enfin, tu retour, tu l'auras pas forcément. Je les prépare, voilà. D'ailleurs, au passage, c'est comme une audience. Une audience, tu peux la voir un jour, la perdre le lendemain. Hein. Voilà, mais c'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est les énergies. La vie, c'est de l'énergie. Donc, elle n'est pas toujours en haut. Hein. C'est variable. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas demain, quoi. Il faut le savoir. Donc, il faut profiter. Et je leur dis, des fois, mais vous savez, c'est dur à entendre, hein, ce que je vais dire. Mais bon, vous êtes 20. Dedans, il y en a peut-être 3 qui vont en vivre. Et pourquoi ils vont en vivre? Vous êtes tous compétents, vous êtes tous forts, vous êtes tous beaux, vous avez tous le diplôme. Il y a un truc que vous n'avez pas, c'est que vous êtes mauvais en communication et vous avez peur d'aller vers l'autre. Sauf qu'il n'y a pas de cours de communication. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, ce que je dis, c'est vrai parce que je le vois au quotidien. Il y a des gens, il suffit d'être compétent, d'être baraqué, d'être bon techniquement, donner son cours. C'est fini. Maintenant, il faut être bon en communication, il faut être un bon gestionnaire, il faut avoir l'intelligence financière, comme je dis. Ça s'apprend pas dans les livres, ça. Il faut aller chercher ça. Et ça, c'est pas dans les cours. C'est anat, physio, psychopéda. Ça suffit plus. Il faut être un bon manager parce qu'il faut encadrer. Il faut être un bon en relationnel avec les dirigeants. Il faut être un bon sur les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de compétences pour un prof. Et pourquoi de nos jours très peu de personnes réussissent dans beaucoup de domaines? Parce que les gens n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai une équipe, j'ai des graphistes, j'ai des monteurs, enfin comme tous ceux qui réussissent. Mais moi, je leur dis, ton métier, je ne saurais jamais le faire. Même si je me forme, je ne serais jamais aussi compétent qu'eux. J'aurais pas le temps. Donc chacun d'entre eux a des compétences plus ou moins limitées. Moi, j'ai les miennes et c'est ce qui fait qu'on réussit. Sauf que eux ne feront pas la démarche d'aller chercher quelqu'un en communication, de progresser. Moi, je lis tous les jours 2 heures, 3 heures par jour et je me forme au moins 1 heure par jour. C'est 3-4 heures par jour au moins de formation. Des audios, des livres, c'est obligatoire dans tous les domaines, mais ils le font pas. Donc, je leur donne des livres, ils les lisent pas. Donc, je fais des tests. 6 mois après, je dis alors, on en est où tel chapitre? Ouais, je l'ai pas encore lu. Tu réussiras pas. Voilà, ça s'arrête là. Donc je suis violent et pour le faire réagir, pas pour le tuer. Et ben on regarde, hein. Encore une fois, c'est mathématique. Ce problème de relationnel, ce problème de sortir du confort, ce problème d'aller voir les autres, ce problème de se faire peur, d'affronter ses peurs. Mais ça, c'est un vrai problème dans cette société. Et si les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils préfèrent vivre toute leur vie dans un confort qui est une prison dorée. C'est un faux confort, que de faire le petit effort qui va leur permettre d'accéder à autre chose. Et ma fille, ma grande, elle est assez timide, elle est encore un peu timide. Et un jour, elle m'a dit, j'ai peur de faire des entretiens avec un patron. Bon, un N+1 ou un patron. Et je lui dis, ouais, c'est quoi un patron? C'est un mec qui a 2 jambes, 2 bras, et qui met un pyjama le soir, et puis qui est comme toi. Donc ça, c'est facile à dire. Ça n'a pas suffi. Je lui dis, on va faire un jeu. Tu fais 10 entretiens, 20 entretiens. Tu vas voir qu'au 20e, ça va te paraître normal, parce que c'est plus l'inconnu. Ton cerveau est l'enregistré, tu vois que t'es pas mort, tu vois qu'il t'a pas marché dessus, tu vois qu'il t'a pas insulté, mais qu'il a besoin de toi. Elle en a fait plusieurs, puis maintenant elle me dit,
Trop facile. Maintenant, c'est facile. J'adore ce truc-là parce que ça, c'est un truc qui est évident dans le sport. Tu veux savoir faire un coup de pied, ben, tu fais des coups de pied. Oui. Tu veux pouvoir courir vite, ben, tu cours. Et ce qui est drôle, et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, j'ai appelé ma formation entraîner pour réussir et pas programmer pour réussir, parce que je voulais vraiment passer le message. La plupart des choses, mis à part les endroits où tu es bloqué génétiquement, mais la plupart des choses dont tu as besoin, ça s'apprend. Ça me parle beaucoup parce que tu vois, j'avais perdu mon emploi quand j'avais 19-20 ans parce que en gros, le FAFIEC, qui est l'organisme de financement des formations, ils avaient coupé le budget, j'étais en alternance et donc j'ai perdu mon emploi. Et j'étais pas à l'aise avec les entretiens d'embauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'allais à des entretiens dont j'en avais absolument rien à faire. Excellent. Et tous mes potes, ils me disaient mais ça sert à quoi? Tu perds ton temps. Tu t'entraînes. Et du coup, en devenant à l'aise dans un endroit où il n'y avait pas d'enjeu, progressivement, j'ai commencé à devenir, mais pas parce que je suis plus doué, juste parce que j'ai fait plus d'entretiens que la plupart des gens en font en 40 ans en fait. Fondamental. Et pareil, un autre endroit où mes potes ils comprenaient pas, j'allais aborder des filles, mais aussi les filles dont j'en avais absolument rien à faire. Et ils me disaient mais ça sert à rien. J'ai dit bah si, Mohamed Ali il s'entraîne pas pour le jour de la compétition, il s'entraîne tous les jours pour qu'il soit prêt le jour de la compétition. Moi je veux être sûr que le jour où j'ai une femme qui me correspond, je sois à l'aise. Et j'aimerais que tout le monde l'entende. Tu peux faire des trucs où t'es pas à l'aise, tu peux faire des petits trucs à répétition et te réveiller un matin comme ta fille et dire c'est bon en fait, c'est fluide quoi. Mais c'est la fameuse règle des 10 000 heures. Ouais. Des musiciens, des gens qui prennent la parole en public, bah y a pas de secret. Moi j'ai vu aussi à l'INSEP ça. Je l'ai vu que ceux qui gagnent, c'est pas forcément les plus doués. Ah, effectivement, le plus doué qui s'entraîne beaucoup, il va gagner normalement. Mais c'est pas forcément ça. Et ceux qui réussissent sont pas forcément les plus doués et les plus brillants à la base. Simplement ceux qui ont répété, qui s'entraînaient. Et on dit souvent dans les arts martiaux, une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui a continué, qui ne s'est pas arrêtée. Moi, je vois des ceintures noires qui sont vraiment pas douées. Mais ils ont continué à s'entraîner et ça finit par venir. Mais on le voit d'ailleurs, des chanteurs très 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 bons qui sont loin d'être les plus connus, et d'autres ils sont pas mauvais, mais ils sont bons, mais parce que ils mettent toute l'énergie depuis des années pour que ça marche dans leur domaine, ils surperforment. Et on regarde bien d'ailleurs les athlètes de haut niveau qui ont des beaux après-carrière, bah, c'est ceux qu'on réfléchit à un moment donné. On voit Teddy Riner, j'ai aucune inquiétude, par exemple, je parle de lui pour l'après-carrière. Il a déjà préparé, il est facile en communication, il a déjà présenté des jeux, il a compris que ça allait s'arrêter, il utilise le fait qu'il soit connu du grand public pour préparer son avenir. Par contre, il y a des champions, ils courent après la médaille, il n'y a que la médaille. Ils n'en font pas un outil, un escalier de la réussite. Ils en font juste une finalité, et ça, c'est dangereux. Il y a plein de sportifs, tu connais mieux que moi, qui c'est dur, quoi, l'après. De toute façon, c'est connu, hein. Ça aussi, en psychologie et en hypnose, on travaille beaucoup. Quelqu'un qui, toute sa vie, depuis l'âge de 6 ans, il s'entraîne 5-6 heures par jour, il mange pour ça, il dort pour ça, il fait les sacrifices pour ça, puis il a la médaille d'or. Donc il a rêvé de ça. Et puis le dimanche, il a la compète, il a la médaille d'or. Qu'est-ce qui se passe lundi? Bah, il se passe plus rien. Il a tout misé dessus, bah, c'est le vide. Qu'est-ce qu'il va chercher de plus? Il a le maximum. Donc, s'il n'a pas préparé en 10 ans, la médaille d'or a permis d'être structuré, d'être plus discipliné, d'avoir travaillé mon mental, bah là, c'est bon. Il est préparé à la vie. Mais s'il n'a visé que la médaille et qu'il n'a pas pris ça comme un outil de développement personnel, un outil pour réussir, c'est ça, je te disais, jeune, j'avais compris ça déjà. Bah, c'est mort. Et le nombre d'athlètes de haut niveau qui errent dans l'INSEP, qui ont fait une belle carrière et qui vont voir les copains, tu te rappelles quand j'étais champion et tout, ça, c'est chaud. Parce que c'est qu'ils n'ont pas préparé le futur. Et pour moi, le sport de haut niveau, c'est une préparation à l'avenir. C'est un outil au même titre que des études. C'est ton diplôme, c'est rien un diplôme. Ça te matérialise des connaissances, mais c'est pas ça. Là, si t'es mauvais en communication, si tu sais pas faire du réseau, d'aller voir les gens. Moi, je donne un exemple. Je suis jury dans les entretiens et je coach des gens. Donc, je me sers de mes compétences en jury pour aider ceux qui passent des examens. Imagine, le gars, il vient, il a un master en marketing ou en management et tout. Le gars, je le recrute. Bonjour, présentez-vous. Le gars, il regarde ses chaussures pendant que je lui parle. Et puis, il se dandine, il a des tics, il est comme ça, il transpire de partout. Mais il sera jamais un leader, il va jamais pouvoir emmener des mecs avec lui. Je le prends pas. Pour un gars qui a pas de diplôme et qui a dit, moi, il y a pas de problème, moi, je suis là, moi, j'ai l'habitude, tu peux commencer demain à 4h du matin. Ouais, pas de problème, je suis là, mais je le prends. Souvent, les gens, quand ils viennent pour ça, je le dis souvent, ils viennent pour un entretien, ils vont travailler le fond à mort, mais pas la forme. Et quand on sait qu'en communication, 93%, et les 7% c'est que du verbal, et les 90-93 qui restent, c'est du non-verbal, c'est l'attitude que tu as. En fait, ils ont bossé que sur les 7%. Comment ils peuvent réussir? Bosse déjà sur ce qui reste, les 7, tu les as déjà. C'est ce qui fera la différence avec les autres. Et moi, j'ai souvent obtenu des postes. Parce que tu bossais sur l'ensemble. J'étais pas brillant particulièrement, c'est parce que j'ai pas peur et j'y vais, quoi. Et on me dit souvent, t'as trop confiance en toi, mais moi, j'ai pas peur. Quand je vais négocier un crédit dans la banque, l'autre, je le vois, je prépare mon entretien, hein. Je vois le profil du gars, je viens plusieurs fois dans la banque voir comment il est, je le modélise, est-ce que c'est plutôt un gars plutôt prédateur, un type qui est plutôt en retrait. Donc je vais me synchroniser comme en PNL avec lui, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le mec, hein, c'est mon crédit. Donc je vais revenir 10 fois, mais 10 fois c'est comme 10 rounds. Je finirai par te sécher et j'aurai mon crédit. Et en fait, j'utilise toutes les stratégies, parce que c'est comme un combat.
J'imagine il y a des gens qui peuvent être, tu vois, qui peuvent être perturbés parce que tu es en train de dire par ce côté je vais le sécher, par ce côté je vais gagner. Toi, dans la compétition, il y a un côté je vais écraser, il y a un côté je vais gagner. Dans la perception en tout cas de plein de personnes. Comment tu vis? C'est quoi ton opinion là-dessus en fait? Je pense qu'il faut le mettre dans un environnement, quoi. C'est que par exemple, moi dans la vie de tous les jours, je suis pas en compétition. Mais si je sens que je dois l'être, j'appuie sur le bouton, ça y est, je bascule. On, je suis en compétition. Par exemple, depuis ce matin, je suis cool, je m'entraîne, je suis relax. J'ai pas envie d'être meilleur qu'un autre, ça m'intéresse pas. Ou c'est un mode que tu actives. Voilà, là on est cool, on discute. Et voilà, je cherche pas, quand je fais des séminaires, je cherche pas à être plus brillant qu'un autre, je suis moi. Donc avec mes qualités, mes défauts. Par contre, si demain on me dit tu dois obtenir ça et que je sens que la personne en face, elle va rentrer en compétition, je le sens. J'ai l'instinct. Là, ça y est, je bascule tout de suite en mode compétition. Donc là, alors quand je dis sécher, c'est un peu dur, c'est je vais essayer d'obtenir ce que je veux. Mais moi, je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est du gagnant-gagnant. En fait, je n'aime pas, c'est bizarre, dans la compétition, ce que j'aime, c'est pas battre l'autre. C'est devenir meilleur. En fait, je travaillais sur moi pour devenir meilleur, mais pas nécessairement battre l'autre. La concurrence me fait pas peur, par exemple. Moi, je dis c'est génial qui est meilleur que moi, parce qu'ils vont me faire progresser. Et moi, je les vois pas comme je suis pas jaloux. Moi, je suis jamais jaloux. Moi, quand quelqu'un réussit, on me dit il a 20 ans, t'as vu où il est arrivé? Mais il a bossé pour. Mais c'est génial. Je vais le rencontrer. Voilà, je m'en moque, quoi. On me dit mais lui, il est milliardaire. Mais c'est génial. C'est ce qu'il a mis en place pour réussir. Et en fait, moi, j'ai pas ce problème parce que je cherche pas à être meilleur que l'autre. Je cherche à obtenir. À être meilleur toi-même. Voilà, et je suis plus dans le gagnant-gagnant. Quand je vois le banquier, le crédit, c'est pas de le soumettre, c'est pas de le voler, c'est lui dire, tu vois, j'ai les capacités d'avoir ce crédit, mais je vais performer de telle manière à que tu me comprennes et qu'on puisse être en phase et que tous les deux, on puisse faire un beau dossier. Oui, parce que c'est dans l'intérêt du banquier de te donner ce prêt si toi, tu es capable de le rembourser. Et dans le combat, c'est pareil que dans une agression. Moi, ce que je vais chercher, c'est pas lui faire du mal, c'est faire en sorte que lui, il arrête le combat et que puis moi, je puisse m'en sortir indemne. Parce que dans la bagarre, il y aura forcément des dégâts des deux côtés. Aussi bien vestimentaires que physiques, que autres, que juridiques. Donc en fait, moi, gagner, ce que je dis toujours en self-défense, gagner, c'est repartir tranquille chez toi, quitte à mettre ton ego de côté. Là, t'es le grand gagnant de l'histoire. Voilà, tiens, ça m'amène sur la notion de violence. Toi, t'as grandi en étant plus à l'aise que... Tu me reprends, hein, c'est bon. Plus à l'aise que la moyenne sur le fait de te battre. Bah maintenant, oui. Parce que j'imagine que t'en as plein dans tes salles qui viennent apprendre la self-défense, mais qui sont vraiment pas à l'aise avec la violence. L'idée de se battre, l'idée de mettre un coup ou d'en recevoir un. J'imagine d'ailleurs qu'il y en a qui sont plus à l'aise à l'un ou l'autre ou les deux. Je te disais juste avant, hors caméra, j'avais participé à un stage où on m'avait, de self-défense, où on montrait des images de prédateurs. Ça m'avait vraiment marqué le côté prédateur de respecter aucune règle, de s'approcher très proche. Et j'avais été un peu, tu vois, choqué sur ce truc-là. Mais j'avais vraiment aimé son message de dire, en fait, si t'es choqué juste avec une image, qu'est-ce que ça va être, tu vois, dans la vraie vie? Comment tu t'y prends avec les personnes qui sont pas du tout à l'aise avec la violence? Parce que dans mon audience, il va y avoir deux types. Tu vois, moi, à la base, je suis vraiment pas à l'aise avec la violence en soi, mais ce côté performeur, je pense, m'a aidé à être plus à l'aise progressivement. Parce que tu vois, j'étais un ado où, justement, me prendre des coups, je te disais que je me suis mis au rugby pour cette raison, parce que je me suis dit, je peux pas être en peur tout le temps, parce que tu vois, j'étais dans la rue à me faire emmerder, et c'est sûr que le rugby m'a aidé à me dire, en fait, écoute, tout va bien. C'est sûr que c'est toujours un sujet où je suis pas à l'aise. Et donc, dans mon audience, il y a ceux-là, mais il y a aussi tous ceux qui sont très, tu vois, spirituels, bien-être, et dont une partie qui, d'ailleurs, je le sais, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de sortir des règles qui vont même être dérangées, peut-être même déjà qu'on a perdu, mais ceux qu'on n'a pas perdus et qui sont toujours là, comment on pourrait les aider? Parce que c'est quoi l'intérêt qu'ils ont à être plus à l'aise avec la violence et la gérer? Déjà, il faut savoir que la violence, c'est quelque chose qui existe chez les humains, chez les animaux. La violence, ça fait partie de la vie, malheureusement. Donc, il faut l'accepter. L'accepter, ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est envisager que ça peut exister. Ce que moi, je vais trouver violent, pour certains, ça va pas l'être, et d'autres, ça va être extrême. Donc, ce que tu disais, le fait d'exposer les gens à de la violence, ça peut être dangereux, ça. Donc, il faut le faire plutôt de manière homéopathique. Quand tu dis dangereux, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est un choc. Quand même des images chocs qui circulent de violence, et tout le monde n'est pas préparé à ça. Quelqu'un qui est non violent, qui n'a jamais vu de scène de violence, s'il veut quelque chose qui est extrême, hein, je ne le dirai pas là, ça peut le choquer. Et donc, ça va créer un ancrage négatif dans le cerveau, dans l'inconscient, on le sait en hypnose, hein, et ça peut créer des dégâts. C'est quelqu'un qui peut être traumatisé, faire des cauchemars, ça peut créer des problèmes post-traumatiques, on le sait. Il y a des gens qui ne supportent pas. Une claque, pour certains, c'est énorme, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que dans les salles d'arts martiaux, je leur en parle pas au début, je les mets à l'aise avec leur corps. Je leur fais prendre conscience qu'ils sont puissants. En leur disant que se battre, c'est un échec, mais parfois,
c'est nécessaire. Mais qu'on peut éviter quand même 90% des situations. Par contre, le fait d'avoir des outils, c'est un peu comme une boîte, comme une mutuelle. Le fait d'avoir une mutuelle sur soi, c'est au cas où j'ai du matériel, j'ai ce qu'il faut pour m'en sortir. La violence, en fait, il y a plusieurs formes de violence. Une violence verbale, ça peut faire des dégâts aussi. Hein. Ouais. Et là, je travaille sur le féminicide en ce moment. Je travaille beaucoup là-dessus pour essayer d'aider les femmes à s'en sortir. Mais je leur dis, c'est pas avec des techniques de self-défense qu'elles vont se sortir, malheureusement. C'est avec de la prévention. Et pour moi, la self-défense, c'est ce que je fais dans mes salles. Je travaille beaucoup sur la prévention. Le profiling, qu'est-ce que c'est qu'un agresseur, comment il fonctionne, les 4 types d'agresseurs de base. Comment l'éviter. Bien sûr, et je leur dis, mais moi, je vais pas vous apprendre à vous battre, je vais vous apprendre à pas vous trouver coincé dans une situation que vous auriez pu éviter. Et pas prendre une conscience à 2 balles comme certains en disant, moi j'y vais, j'ai pas peur. Ça, c'est ridicule. Déjà, ne pas avoir peur, c'est pas normal. Tout le monde a peur. C'est éviter de vous retrouver dans une situation délicate où ça va être compliqué pour vous. Et si vous y êtes parce que vous avez été surpris, à avoir quelques outils. Pour moi, c'est ça la self-défense. C'est pour ça que dans mes vidéos, on regarde bien, je donne des techniques, mais je parle beaucoup de prévention. Ça n'a pas de sens d'apprendre des techniques de clés de bras et de clés de cheville à quelqu'un de 70 ans. Le sens, c'est ne va pas là où il faut pas aller. Si tu as aperçu quelque chose, si tu as constaté qu'il y a quelque chose qui est pas normal, si tu es à 360 degrés et que tu arrives à concevoir qu'il y a des choses qui semblent pas logiques, l'instinct il parle, ne le fais pas. Je pense qu'il n'est pas crédible de dire à quelqu'un, c'est pas avec une technique, 1 heure par semaine d'une self-défense que tu vas pourtant sortir face à un agresseur avec un couteau. Faut être réaliste. Par contre, ce qui va t'aider, c'est observer, voir pourquoi il a les mains dans les poches, pourquoi il a mis la capuche alors qu'il l'avait pas avant, pourquoi il a le regard baissé, pourquoi il s'approche de telle manière. Ça, c'est important. Alors tiens, une question, parce qu'en plus, ce que j'aime avec toi, c'est que t'es pas juste dans les arts martiaux, tu as une vision très large avec l'hypnose, le coaching. Il y a certaines personnes, j'en suis sûr, qui vont se dire, moi, est-ce que j'ai peur en me mettant à un stage dans les arts martiaux ou de self-défense ou de combat, j'ai peur que du coup, si je mets mes pensées sur la violence, je vais m'attirer encore plus de trucs parce que je vais être dans la rue. Et c'est un truc qui est subtil, parce que effectivement, si on imagine quelqu'un dans la rue qui va dans la cité et qui commence à se dire « Ah merde, la capuche, etc. » Il y a un sujet, moi, qui m'intéresse, c'est le côté proie-prédateur et les dynamiques qui se passent, même chez l'être humain. Et le prédateur, il veut pas un autre prédateur, le prédateur, il veut une proie. Et donc, si je vais dans la cité et que je commence à me dire « Mince, il a peut-être, ça se trouve, tu vois, il a les mains dans les poches, ça se trouve, c'est un couteau, alors que c'est peut-être un iPhone. » Comment tu fais pour les aider à trouver l'équilibre entre tu regardes, tu vois, t'es pas en mode c'est la panique. Parce que tu vois, par exemple, un truc moi qui m'avait marqué ado, donc je te dis, je me faisais des fois emmerder, ça n'a jamais été très loin. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, donc par exemple, je rentrais dans le métro, j'étais tout seul, et là il y avait la bande de jeunes, et au début mes réflexes, c'était de faire la proie, quoi, donc de me mettre à l'autre bout, et forcément ils viennent. Et j'avais remarqué, alors peut-être que j'ai eu de la chance, hein, j'avais remarqué que si au moment où je rentrais dans le métro, j'allais des fois me mettre juste à côté d'eux et être plus détendu et plus cool, je me faisais moins emmerder. Ça m'intriguait ce rapport entre justement proie-prédateur et qui choisissent d'ailleurs quelqu'un d'autre à emmerder, pas moi. En fait, c'est hyper compliqué parce qu'il n'y a pas de recette miracle et c'est une situation toujours. Chaque situation est différente. C'est rigolo d'ailleurs parce que plus on vieillit et plus on pense qu'on a vu tous les scénarios possibles et en fait non. C'est pour ça qu'on peut être le plus grand maître en arts martiaux, le plus grand bagarre de rue, on peut se faire surprendre. Parce qu'on est des humains. Par contre, mais non, faut pas confondre vigilance et paranoïa. Je vais te donner un exemple. Je trouve complètement inconscient de traverser des quartiers où on sait que c'est potentiellement à risque avec un casque sur les oreilles. T'as l'iPhone et puis t'as le casque sur les oreilles. Potentiellement, tu augmentes le risque. Moi, quand je sais que c'est la nuit, que c'est les endroits qui peuvent potentiellement être un problème, je suis connecté, ça y est. Hop, je suis en mode reptilien, comme je dis. Je suis connecté. J'ai pas peur, mais je suis vigilant. Si je vois un groupe de jeunes qui sont un peu chauds, alcoolisés, je change de trottoir, mais subtilement, intelligemment. Voilà. Maintenant, je vais pas faire demi-tour, surtout pas. Mais hop, je le fais comme un animal. Il faut fonctionner comme un animal. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sentent le danger, ils partent. Hein. Et oui, ils se disent pas, oh, mais moi, je suis le tigre. Non, ils partent. Les animaux savent très bien qui est fort, qui est pas fort. Ils savent très bien quand ils sont victimes, quand ils sont prédateurs. Et nous, en fait, on a un peu laissé ce mode reptilien en disant, ouais, bon, jusque pas grand chose, mais j'avais une jeune fille que j'avais, je me souviens, à Montreuil. J'avais une salle à Montreuil. Et le soir, elle passait dans les endroits qui potentiellement étaient à risque. Elle me dit, moi, j'ai pas peur. J'ai mes écouteurs, l'iPhone. Et puis un jour, elle avait plus d'iPhone, plus d'écouteurs. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais ils auraient pu lui faire du mal. Et en plus, elle s'est fait agresser par un mec qui était drogué. C'est même pas par des jeunes cités comme on dit, pas du tout. Un jeune drogué. Maintenant, moi, j'ai eu des occasions avec ma fille. Et pareil, le comportement, moi tout seul avec ma fille, va être différent. Si moi, je suis seul et puis qu'il y a 2-3 gars, bon, je regarde, ok, je vais voir si je peux gérer. Je vais rester tranquille. Comme tu as dit, je me mets à côté, je vais voir. Si je suis avec ma gamine, je sais que c'est tendu. C'est plus difficile, quoi. Donc, je vais éviter de m'exposer. En fait, vraiment, je crois en la prévention, en tout. La prévention, comme on le fait
pour sa santé. Ne pas attendre d'avoir des symptômes qui soient importants. On va voir le médecin avant, on fait un bilan. Pour moi, c'est ça, c'est logique, quoi. La self-défense, je vais avoir comme quelque chose, en fait, où c'est quelque chose de presque normal, de logique, d'être ouvert à l'environnement, de regarder, d'être vigilant. Pour moi, être vigilant, c'est normal. On est vigilant quand on traverse la rue. Pourtant, le feu passe au rouge. Normalement, il n'y a pas de souci. Moi, ça passe au rouge, je regarde quand même. Parce que le mec, il est sous et il traverse, ou il a pas vu le feu. Ça peut arriver, bah t'es mort. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Même s'ils sont en rouge, tu regardes quand même. En fait, c'est ça la vigilance. Et c'est pas pour autant qu'ils sont paranoïa. C'est que potentiellement, quand tu traverses la rue, il y a un danger. Tu l'as moins sur le trottoir. Par contre, sur le trottoir, on parle de patinettes, tout ça, de scooters. Quand je vois des gens qui marchent avec un casque, des fois, il y a des scooters qui vont sur le trottoir, bah, on peut te voler ton sac à main. Bah, si t'as pas les écouteurs, t'entends le scooter. Donc, t'es réactif, t'es vigilant. Ça s'appelle la vigilance. Et bah, tu fais attention. Moi, je suis contre les gens qui poussent les gens vers la violence en disant faut que tu deviennes violent pour répondre à la violence. Pas du tout. Parce que tu vois, j'avais vu un débat où t'avais été invité, je me rappelle plus quel sportif en full contact. Avec Cyril Diabaté. Je trouvais les deux visions intéressantes. Et lui, sa vision, c'est en fait, non, il faut savoir te battre, etc. Et j'avais trouvé ta remarque aussi intéressante de dire ouais mais en fait ce que tu dis en soi sur le papier c'est vrai mais il y a des gens ils voudront jamais se faire du full contact. Voilà, donc déjà il fait du MMA, donc du combat, tu vois, du combat de cage, hein. C'est un grand champion que je respecte, hein, mais son discours déjà c'est un garçon de cité, c'est un garçon qui est professionnel de combat, donc lui sa vie c'est le combat, mais je te prends toi, tu n'es pas programmé pour ça et tu n'en as pas envie. Non, tu n'en as pas envie. Voilà, t'as bien répondu. Et ce que j'ai expliqué à Cyril, je m'entends bien avec lui, hein, j'ai discuté après. Mais moi, après, lui, il a sa façon de penser, hein, et c'est très bien. C'est que lui, tu compares un gars de 2 mètres comme toi, de 90 kilos de muscle, qui a passé sa vie à se battre, avec, comme il m'a dit, ce qui m'a pas plu, c'est quand il a dit la ménagère de 50 ans, il la prend pas dans sa salle. Mais je suis désolé. Toi, t'as pas besoin de self-défense. T'es programmé pour te battre. Tu sais, c'est ton métier, te battre. Elle, son métier, c'est peut-être, je sais pas, moi, être dans un bureau. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est pas se retrouver dans une galère. Donc elle, je vais lui apprendre de la prévention, mais évidemment qu'elle se battra pas aussi bien que toi. T'es un professionnel. Et il a tout mélangé. Et on compare pas un physique de Teddy Riner, par exemple, je reprends son cas, avec un physique de judoka de 50 ans. Oui, quand tu fais 2,05 m et que tu fais 150 kg, bah, quand tu mets une tarte à quelqu'un, il s'envole. Et puis tu impressionnes. Un videur de 50 kg, j'ai pas connu. La part des videurs, ils sont costauds. Bah, c'est parce que c'est la prévention. On impressionne. C'est des rapports. En fait, il suffit de regarder ce qui se passe dans la vie. C'est presque logique. Maintenant, un truc bizarre aussi, quand on prend de l'âge, bah, moi, ma self-défense n'est pas du tout celle de mes 20 ans. Mais non, j'adapte par rapport à ma morphologie, par rapport à mon âge, ma condition physique, par rapport à mes envies. De vouloir prendre quelqu'un qui est pacifique. Moi, je travaille beaucoup avec des pacifiques, hein. Moi, j'adore travailler avec des gens pacifiques. Parce que moi, le but, c'est pas de les rendre violents et c'est pas leur dire, je vais faire de toi une machine de combat. Surtout pas. C'est leur dire, je vais t'aider en gardant ton profil à pas te retrouver dans une situation que toi, vont te sembler normales qui potentiellement peuvent basculer. Et en fait, je t'assure, je travaille vraiment avec des gens non violents, moi. Beaucoup. Qui ont été agressés, même qui ont eu des traumatismes. Et ils finissent par me dire, ouais, je me sens mieux, je me sens rassuré, tu m'obliges pas à devenir une machine de combat. Et quand ils me voient avec mon gros bras, mon crâne rasé, mon passé, ils disent, il va nous apprendre la bagarre. Pas du tout. C'est eux qui me demandent, tu m'apprends quelques techniques, mais c'est sur l'avant que je travaille, en fait. Et donc, en fait, les pacifiques peuvent se rassurer parce que le fait d'être pacifique, c'est normal. Le fait d'être bienveillant, d'être gentil, d'être contre la violence, c'est normal. Moi, je suis contre la violence. C'est pas normal. Par contre, il faut savoir que ça existe. Et refuser de dire que la violence existe, le refuser de dire qu'il y a zéro violence, par exemple, à Paris, bah, c'est faux. Il n'y a pas zéro violence. Ouais. Donc, il faut potentiellement te dire que ça pourrait arriver, comme tu pourrais te faire reverser en traversant la rue au feu rouge. Comme tu le sais, bah, tu fais attention. Mais c'est pas pour autant être parano. Ouais, ça me parle beaucoup. J'aimerais d'ailleurs creuser là-dessus. Il y a un truc justement par rapport à cette notion, tu vois, d'un côté prévention, éviter, regarder autour de moi. Comment t'aides quelqu'un justement qui est plutôt pacifique de base, qui a plutôt et pas à l'aise avec la violence? Parce que j'ai déjà vu des interactions où parce que la personne fait sentir en fait non mais tu me cherches pas, ça ne veut pas dire qu'elle rentre dans la violence, même déjà avec un banquier. Ou on prend une compagnie aérienne. Combien de fois la compagnie aérienne, tu vois, la personne elle va me dire l'avion est plein. Et parce qu'elle va sentir une énergie en fait, t'as pas compris, je vais rentrer dans cet avion. Un truc qui moi me questionne, c'est que plusieurs fois, je me suis retrouvé dans une situation, parce qu'aujourd'hui je vais être à l'aise, alors c'est pas forcément une violence physique encore une fois. Mais il va y avoir une forme d'autorité, une forme de voilà comment ça va se passer pour toi. Et parce que je vais être dans une énergie en fait, non, je vais rentrer dans cet avion, c'est quelqu'un d'autre qui va pas rentrer. Ou pareil, dans une situation où il va avoir de l'agressivité. Je vois par exemple ma femme, ma chérie, elle a grandi à Mantes-la-Jolie. Et je vois bien que son environnement l'a entraîné à basculer dans un mode de colère et qui fait que paradoxalement, elle a jamais à se battre. Mais d'un coup, dans son regard, il va avoir ce truc de « tu me touches, je te tue ». Et paradoxalement, l'autre qui d'un coup, hop, tranquille. Et je te donne un exemple, parce que c'est un sujet important. J'ai des femmes qui viennent me voir en séminaire qui des fois ont des problèmes conjugaux, violence. Et tu vois, il y a une dame qui vient dans un de mes séminaires, elle m'explique que son mari est agressif, violent, etc.
Donc clairement, pour moi, la première option envisagée, c'est déjà de partir. Et en fait, je lui dis, voilà, la prochaine fois que ton mari, il essaye de faire quoi que ce soit, je veux que tu prennes le sèche-cheveux, tu lui fasses sentir, il te touche pas. Et donc, elle m'a recroisé 6 mois, 1 an plus tard. Elle me dit, c'est fou, en fait, mon mari, je vois, il est plus du tout pareil. Parce qu'il y a eu un truc de, oulala, en face, elle va pas se laisser faire cette fois. Et c'est un vrai dilemme pour moi, parce que d'un côté, j'ai ce côté de dire, ben oui, c'est important d'éviter les situations. Et de l'autre côté, je vois bien que quand on voit une certaine énergie, et là, je parle pas qu'elle l'a pas touché, hein, c'était juste qu'elle a renvoyé, pouf, ça se calme direct. Donc c'est quoi ta vision là-dessus? Alors en psychologie humaine, on le sait, hein, chez tous les humains, si tu vois qu'il y a une possibilité de rentrer chez l'autre, on le fait. Alors les enfants le font. Ouais, c'est fou. Les enfants, c'est ouais, mais on est des enfants encore, hein, on est des grands enfants, mais c'est ça. Si tu sais que tu peux obtenir, tu vas demander les services. Lui, tu peux lui demander n'importe quoi, tu vas lui demander 10 services, 30 services. Tant qu'il dira pas non, tu lui demanderas. Un enfant, tu dis, si tu continues, tu vas en prendre une. Mais tant que tu lui mets pas sa petite fessée, ou tu le disputes pas, ou tu le punis pas, il va continuer. Moi, je veux bien, hein, mes filles, comment elles font. Hein. Bon, moi, je frappe pas. Moi, je préfère discuter et je préfère punir. Ou discuter, c'est encore mieux. Mais en fait, elle continue, elle grignote. Tant que tu dis pas non, mais c'est humain. C'est humain, c'est pas de notre faute, on est conditionné comme ça. Donc ce qui se passe, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Si on prend le cas d'un aéroport, ou une compagnie aérienne, on prend d'un banquier, si la personne en face, elle est cool, elle est bienveillante, elle dit ouais, on va voir votre dossier, tout se passe bien. Mais s'il commence à monter d'un cran, si moi je reste en mode cool, je me soumets, parce que je me soumets, lui monte d'un cran pour me soumettre. Voilà, là, c'est ça. Je suis comme ta femme, je bascule, je me synchronise. Ça veut dire que je me mets exactement, je me synchronise sur la gestuelle. Moi, j'utilise mon physique surtout, c'est comme ça. Je me rapproche. Tu lui mets un coup de coude. Non, je me rapproche. Et je le regarde, je fixe un œil, je me rapproche. Ça, c'est ma technique. Et là, en général, ça marche bien. Et je lui dis, écoute, mon coco en face, t'as pas un nouveau-né, t'as pas un petit poussin. Ok, tu veux rentrer au fight. Et là, c'est là que je bascule. On va rentrer au fight. Mais toujours avec souplesse. Et plus il monte, plus je vais monter. Et à un moment donné, quand j'en ai marre, je vais monter 14 crans d'un coup pour te soumettre. Voilà, c'est comme ça. C'est là que je parlais de ça tout à l'heure. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais tu vois, là, typiquement, ma femme a grandi à Mantes-la-Jolie. Et il y a beaucoup de femmes qui lui posent des questions. Comment, par exemple, elle pourrait aider une femme à prendre son pouvoir qui n'a pas eu ce truc-là? Alors, très simple. C'est le pouvoir de dire non, le pouvoir de s'aimer et le pouvoir de se responsabiliser de dire non. Je dis souvent qu'on a du mal à dire non en société. Et si vous dites pas non une fois à quelqu'un, il continuera. Et souvent, les femmes, on parle de la violence conjugale, ça c'est classique. C'est qu'il s'est passé une situation... c'est des manipulateurs narcissiques, on sait très bien, c'est des manipulateurs, ils prennent, c'est chaud et froid, c'est cyclotimique. Un coup, je t'aime, c'est pour toi que je le fais, puis après, c'est violent, après, c'est je te rachète avec un cadeau, c'est ça, c'est un jeu qui déstabilise, il coupe de l'environnement pour mieux manipuler, ainsi de suite. Si dès le début, cette femme, elle ne dit pas non, c'est que la première violence orale, verbale... Parce que des fois, ça commence avec un tout petit truc. Et toujours, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit que ça passe, il continue. Et comme c'est son métier, entre parenthèses, c'est quelqu'un qui est pervers, qui est malade, il va continuer. Donc s'il n'y a pas le stop dès le début, ok, oh là là, moi c'est même pas la peine, je m'en vais. Il se passera rien. Ouais. Mais si elle continue, donc lui, il va prendre du pouvoir, il va s'affirmer, elle va perdre une estime d'elle, confiance en soi. C'est ça la souffrance qui est dure. C'est pour ça qu'on peut donner tous les numéros de téléphone du monde, je me bats contre ça. Les pauvres, elles sont sous l'emprise, c'est plus possible, elles sont manipulées. En plus, elles sont coupées de leur environnement, de leurs amis, de leur famille, donc il fait ce qu'il veut. Il a isolé, c'est un peu ce qu'on fait dans les sectes, hein. On donne plus à manger, on empêche de dormir, le gars il peut plus réfléchir, on fait ce qu'on veut. C'est les mêmes stratégies en fait. Donc si on ne dit pas non dès le début, et souvent ces femmes-là ont des difficultés à dire non, elles sont sous l'emprise financière ou d'autres emprises, et ne s'affirment pas. Et un exemple typique, un jour on m'a dit ouais mais c'est pas facile, dire non. Il y a beaucoup de gens dans la société qui ont du mal à dire non. Je ne ferai pas. Donc, elles se respectent pas. Dire non, c'est se respecter. Dire tu me parles pas comme ça, c'est se faire respecter. Moi, je laisse jamais les gens rentrer sur mon territoire. Hein. C'est impossible. Hein. Parce que je sais ce qui va se passer. Moi, j'ai fait des essais déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. On te donne de plus en plus de boulot, t'acceptes. Bon, on va t'en donner de plus en plus. Et puis, tu vas finir à minuit, t'auras un burn-out, on te jette, on en prend un autre. Maintenant, on me dit, écoute, non, je suis désolé, là, j'ai bien bossé de 8h à 16h, ça va s'arrêter aujourd'hui. Je suis payé pour 8 heures. On verra ça demain. Je serai opérationnel demain. Je vous promets, je le ferai demain. Ça, c'est s'affirmer. Et du coup, tu es respecté par l'autre. Tu dis, ah, lui, faut pas jouer. Souvent, j'entends de dire, oh, celui-là, faut pas trop jouer. Ou celle-là, elle est pas commode. C'est pas qu'elle est pas commode. C'est qu'elle cadre, fixe des règles. Tu dois la respecter. Pour revenir à ce que tu disais, c'est s'affirmer déjà, se respecter. On choisit à deux, ou on choisit rien du tout. Ou tu me parles autrement, ou je m'en vais. Et là, ça change les règles. Cool. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est valable pour tout le monde. Si on était, tiens, dans 100 ans, t'aimerais que les gens retiennent quoi finalement de ta présence sur cette terre? Alors si j'avais une phrase, je dirais que tout est possible à partir du moment où on a les bons outils. Et les outils, il n'y a pas 50 manières de les avoir, c'est se former, aller rencontrer des gens comme toi, comme d'autres, et puis passer à l'action. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut pas plus. Faut pas être brillant, faut pas être intelligent, faut pas avoir fait forcément des études, faut pas avoir un charisme de fou. Ça se développera tout seul, ça.
C'est tout ce qu'il faut mettre en place. Et c'est aussi simple que ça dans tous les domaines. C'est bon ça. Merci en Non, tout mais cas. je le pense vraiment, je le crois. Moi, j'adorais creuser encore d'autres sujets, mais vraiment, je te remercie et j'apprécie ta personnalité qui est riche. Moi, ce que j'aime dans ce que tu es et ce que tu montres, c'est voilà, t'es pas juste quelqu'un qui maîtrise le corps et les arts martiaux. J'aime bien le fait que, pour moi, cette interview, elle montre aux gens que réussir dans un domaine, c'est plein de sous-choses. C'est apprendre à communiquer, apprendre à mieux parler de ce que tu fais. C'est aussi développer, bien sûr, tes compétences dans le métier purement. Donc, c'est ça que j'ai envie que les gens retiennent. C'est que, mais pas justement quand tu disais fond et forme, pas juste en regardant le petit truc, en regardant de manière globale. Je veux réussir professionnellement, peut-être qu'il faut que j'apprenne les réseaux sociaux. Je veux réussir dans ma carrière, peut-être qu'il faut que j'apprenne à être meilleur dans les entretiens d'embauche. Il n'y a pas assez ce message aujourd'hui en France, et spécialement à l'école. Aux États-Unis, à la limite, ils sont formés, mais tu fais toute ta scolarité, t'es pas entraîné à l'oral, t'es pas entraîné aux entretiens, t'es pas entraîné à la négociation. Et j'aime bien en tout cas le fait que les gens qui nous écoutent puissent se dire « Ok, je vais prendre tranquillement les pièces du puzzle. » Et du coup, paradoxalement, quand je fais ça, ça devient facile de réussir. Et je me dis vraiment, je le pense, tout le monde peut réussir, même avec des choses qui nous paraissent difficiles. Vraiment, c'est sincère, quoi. Et je suis triste, sincèrement, je suis triste quand je vois des gamins qui ont des difficultés scolaires, qu'on met dans des cases, on dira, bah lui, de toute façon, on le laisse sur le bas-côté, quoi. C'est pas possible. Quel challenge de le ramasser, de dire, attends, mec, je vais trouver peut-être quelque chose pour toi. Il y a un truc qui te plaît dans la vie. Pour moi, c'est ce qu'il devrait mettre dans les lycées, dans les collèges, des gens qui, justement, dire, bah, peut-être tu vas tester tel métier. Pourquoi t'es fait? Ouais. Parce que ça n'existe pas vraiment. Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est pas assez profond. Pourquoi t'es fait? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est clair, c'est qu'il y a un peu ce sentiment de mince, ça marche pas, il faut vite l'écarter, quoi. Bah, une mauvaise note à l'école, c'est un mauvais. Non, il a pas été bon aujourd'hui. Tu vois, Marc Simoncini, là, qui est un des entrepreneurs que j'ai interviewé, là, qui est le fondateur de Mythique. Scolairement, c'était vraiment la catastrophe. Et tout s'est joué avec un professeur de philosophie qui lui a dit « Mais tiens, t'écris de la poésie, c'est bizarre. » Parce qu'en gros, vu qu'il était nul scolairement, et il s'était fait virer plusieurs fois des écoles. Et c'est sûr que Encore un. avoir l'attention d'un adulte qui lui dit « Mais t'as quelque chose, t'as du talent, ça a changé sa vie. » Et là, lui, il a eu de la chance d'avoir le professeur à ce moment-là. Mais c'est sûr que faire des choses pour les jeunes, pour que dès que tu sors un peu du système, on puisse te considérer, ça changerait beaucoup de choses. Tu disais tout à l'heure que tu souhaitais être papa. Et justement, c'est super important de renforcer la confiance de ses enfants. Entre 0 et 6 ans, on sait que c'est là que ça se passe. C'est super important de les mettre toujours en réussite. Dire, t'as pas réussi aujourd'hui, c'est une expérience, on recommence demain. La répétition. Et de le rassurer en lui disant, je suis là. L'enfant, il tombe. Quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève. Pour lui, c'est naturel de se relever. Il copie sur ses parents, il modélise. Mais il tombe tout le temps. Mais il se pose pas la question, sinon il resterait par terre toute sa vie. Eh non, qu'est-ce qu'il fait? On lui apprend pas à se relever. Naturellement, il se relève parce qu'il sait que l'échec, inconsciemment, le tomber, ça fait partie de la vie pour pouvoir marcher. On lui demande pas de marcher. Ça se fait. Et pourtant, il le fait naturellement. Et c'est après, avec la construction qui est liée à l'environnement scolaire et autres, que quand on tombe, aux États-Unis, tu plantes une boîte, waouh mec, tu recommences, t'es un gagnant. Ici, tu plantes une boîte, t'es un loser. Mais non, mon gars, t'as eu acquis de l'expérience. Bravo, tu remontes. Le vrai gagnant, c'est celui qui tombe, qui se relève. C'est pas celui qui gagne tout le temps. Et en fait, c'est ça, on n'est pas là-dedans. Et quand on dit ça, malheureusement, via les réseaux sociaux, on passe pour des gourous. Alors qu'en fait, non, on te dit comment ça fonctionne pour tout le monde. C'est pas nous qui avons raison, c'est un process. C'est clair. C'est comme ça et on le fait tout petit, mais on pense pas que tout petit, on tombait tout le temps. C'est une bonne fin. Merci à toi en tout cas. Bon, en tout cas, merci de m'avoir invité. Avec plaisir.